Les gars, je viens de mater tout Sabrina. C'est bon, je suis prête à invoquer Satan. Qui est avec moi? Bah, je suis chaud, j'ai regardé aussi. J'ai chopé 2-3 incantations là, si Allez, tu veux. Moi, j'ai que ça à faire. Alors, Lorem ipsum dolor sit amet consequitur elit sed do elis sustub indicidunt satanus labore dolore magna. C'est qui? Je regarde la marché, fumée, ça a la marché. fumée. Satan, tu es venu à nous. Ça a marché ou pas? Mais non, c'est moi Luxbox. Salut les mecs. Bouya! Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 105e épisode de Comics Outcast. On est ensemble pour une grosse heure histoire de discuter des comics et de leurs adaptations, accompagné de mes camarades qu'on va saluer. Il y a notre réalisateur Adrien qui va nous faire coucou de loin, ouais, qui nous accueille chez lui pour enregistrer ce numéro. On va dire bonjour également à Alex. Salut! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Pour une fois, je suis ni malade en novembre, ni fatigué, donc c'est vraiment très étrange pour moi. Je suis ravi d'être souriant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Non mais tu me demandes si ça va. Je réponds pour une oui, fois mais en non, vraie mais réponse. très bien. Tu lis des trucs en ce moment? Ouais, je lis un truc de Millard Ouais. qui s'appelle le Magic Order. Et je sais, ah ouais, je suis tombée dessus à cause de Olivier Coipel et de son Instagram. Et il y avait plein de dessins magnifiques et il y en avait un, c'était sur Magic Order. J'ai fait, celui-là, je l'ai pas commencé encore. Et je suis tombée dedans, mais alors à deux pieds. Donc t'as réussi à te faire convaincre en voyant l'artiste directement. Ouais. Ah non, ah d'accord. Bah non, par un Instagram. Mais en même temps, c'était grâce à grâce à la Comic Con, donc ouais, on D'accord. peut dire que c'était grâce à l'artiste. De quoi tu nous parles toi cette semaine? Alors, je vais vous parler de Captain Marvel et de sa vie. Cool. En se préparant pour le film de l'année prochaine, c'est ça? Ouais, enfin c'est plutôt un hasard que je sois tombé dessus et j'ai kiffé, donc je me suis dit je vais vous le présenter. Bon, au moins tu seras plus prête que nous. Enfin, pour ceux qui l'ont lu. Il y a également Quetrus avec nous. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, toi? Alors moi, je lis des trucs que mon fils achète en fait, parce que ça y est, il se met à acheter des comics. Il a C'est les l'argent Panini, qui est des donc trucs le comme ça. tien. Ouais, qui est donc le mien. Non, pas forcément. Tu sais, les grands-parents sont très généreux de D'accord. notre époque, heureusement. Du coup, j'ai lu le Venomverse. Et oui, c'est d'accord. cool parce que c'est un petit côté, je sais pas, tu retombes un peu du coup dans l'adolescence où tu lisais des trucs comme ça qui sont voilà, Pas qui trop, sont pas légers. beaucoup d'enjeux, mais Voilà, c'est ça. quand même sympathique. Avec plein de Venom partout qui viennent d'univers différents et le Venom Strange les a ramenés dans un univers où ils sont pourchassés par un parasite, c'est assez mortel. Enfin, c'est marrant. Donc des quoi. parasites sont eux-mêmes chassés par d'autres symbiotes. Exactement. C'est intéressant, le serpent qui se mord la queue. Tu nous parles de quoi cette semaine? Je vous parle de Magnus qui est sorti en français chez À ne pas Paperback. confondre avec Magneto et... Non, Magnus Lencher, non, c'est pas le même. C'est pas lui, exactement. d'accord. Un petit roman, oui, enfin Graphique. un BD de science-fiction, peut-être d'anticipation, on va en discuter. Très bien, ce sera pour tout à l'heure. Et on dit bonjour à Luxvox, Bonjour. qu'on a invoqué par accident. Désolé, on voulait le dire. C'est mais ça d'être ce la sera fille que de toi. Satan. Qu'est-ce que je voulais que je dise En tout cas, j'ai pas besoin de dire que je suis très content que tu sois à nouveau parmi nous et les autres, c'est pareil. Je suis très contente aussi d'être Trop là. bien. Qu'est-ce que ça fait ailleurs? Oula. J'ai fait des tas de trucs. J'ai animé un podcast sur la sexualité, j'ai animé un podcast sur la culture générale, et puis voilà. Et puis j'ai appris à faire la cuisine, et puis j'ai fait la vaisselle. Enfin bref, C'est la bien, vie ça. est Beaucoup de longue. trucs. Beaucoup de choses. Des life beaucoup de choses. skills, voilà. des trucs. Exactement. Et est-ce que tu as des lectures toi, en ce moment? Est-ce que tu as le Ouais. temps encore de lire des comics Alors je suis moins sur les comics en comment dire. en ongoing, enfin les pardon. choses, les Ouais, je suis mensuels, moins là sur les trucs à chapitre. Je suis plus sur les romans graphiques depuis quelques temps. Et donc celui que je lis en ce moment, c'est Woman Rebel, The Margaret Sanger Story. C'est un bouquin de Peter Begg. Ouais. Et ça raconte l'histoire vraie. Donc c'est la biographie de Margaret Sanger qui, en gros, a essayé de démocratiser les techniques d'avortement et de contraception aux États-Unis à une époque où, bien évidemment, c'était pas du tout dans les mœurs. Ouais, j'ai envie de Et- dire, même en 2018, ça a pas l'air d'être... Bah, disons que c'était encore moins simple que maintenant. Ouais. Voilà. D'accord. Et c'est très sympa, mais c'est très moche. J'aime pas du tout le dessin, mais voilà, ça reste super intéressant. Ce soir, tu nous parles de quoi? Alors ce soir, moi, je vais vous parler d'un comics qui s'appelle Coda, qui est sorti début 2018 et on en est au 6e issue. Ce qui nous fait un beau programme pour cette semaine, auquel j'ajoute une présentation du personnage de Sabrina Spellman, que vous connaissez peut-être si vous avez notre âge environ, ainsi que l'adaptation toute fraîche Chilling Adventures of Sabrina, qui dispose sur Netflix depuis quelques semaines.
Achabot, Fouillouse, Crévou, Laser, Le Pouette ou Montclu, attention Montclu et pas autre chose, les habitants des Hautes-Alpes savent comment tous nous contacter et faire passer la bonne parole. @ComicsOutcast pour Twitter et le Bouillac Comics Club sur Facebook. Et n'oubliez surtout pas d'aller sur iTunes pour nous laisser 5 étoiles, c'est très important. Et donc le bouche à oreille, comme d'habitude, on vit que de ça, en vrai, parce qu'on n'est pas payé. Comics Outcast numéro 105, c'est parti. Salut Eric. Ça va? Nous vous avons mitonné un super épisode aujourd'hui. Voilà, c'était le générique. Quel plaisir. On commence avec les revues. C'est toi que Trus qui ouvre le bal. Les revues, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. 3 comics que nous avons choisis. On en parle ici pour la première fois et on échange nos avis. Le premier comic, c'est donc Trus qui nous a présenté le titre qui s'appelle Magnus, qui n'est donc pas Magnus Lencher. C'est sorti chez Paperback chez Casterman et chez Dynamite aux États-Unis l'année dernière et cette année. Écrit par Kyle Higgins et Chuck Wendig, illustré par Jorge Fornes et Alvaro Saraseca. Vous avez toutes les informations sur la page de l'épisode, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Il faut que je continue un peu sur le ton de l'intro. Comment ça? Non, vas-y, on peut faire à l'américaine, genre, hey, ton casier, il est où? Oh, t'es vraiment connard, vas-y, connard. Oh, le regard qui dédain, c'était parce qu'il y a des casiers en déteste. France aussi, je sais pas d'où tu débarques. Mais enfin, Ouais, bon, mais est-ce que bref, t'as. Bref. Il manque une casier. Le mec, il a pas Est-ce que d'enfant. tout se passe au casier? En vrai, vas-y, fais ton histoire. Casier Ouest. Donc Magnus, effectivement sorti. On en avait parlé au Free Comics Book Day. Je sais pas si Oui. tu t'en rappelles. On avait Si, très bien. C'était moi qui l'avais présenté. Et en fait, ça m'avait carrément accroché. Et quand j'ai su que ça sortait chez Paperback, je me suis un peu jeté dessus. Parce que je t'avoue que j'avais raté un peu la sortie chez Dynamite. Et voilà, il faut savoir que c'est un reboot, un remake d'un comics qui était sorti dans les années 60. Mais sans, enfin, pas trop de grand intérêt, tu vois, enfin un peu un comics très masculin, un peu un Tarzan plusieurs millénaires après notre âge. D'accord. Et là, ça se passe un peu plus tôt, et l'héroïne, c'est une femme, ça se passe en 2050. Et le comics commence par une espèce d'alien, on sait pas trop, qui court dans une foule avec un colisée en fond, avec des gens bigarrés. Il y a des espèces de robots, des aliens et une humaine qui le poursuit. Normal. Voilà, normal. Une humaine en combinaison un peu combinaison rouge moulante avec un casque à visière. Tu sais, un peu futuriste des années 60, justement. Donc c'est le petit clin d'œil à cette série-là, mais assez bien mis au goût du jour. D'accord. Et en fait, on se rend compte, on apprend que cette femme, c'est le docteur Magnus, qui est psychologue, mais elle fait pas que ça. Et en fait, où est-ce qu'elle est? Dans cet endroit un peu bizarre qui mélange les architectures avec une foule bigarrée d'extraterrestres, tout ça. En fait, c'est le cloud, c'est le monde virtuel des intelligences artificielles qui existent et qui ont été créées sur Terre. Donc en fait, les intelligences artificielles ont été créées sous forme de robots, d'androïdes pour servir les humains. Mais en fait, on a été tellement loin dans la perfection de leur psyché qu'ils ont commencé à avoir leur propre conscience et donc leurs propres sentiments, leur propre interrogation sur ce que c'est d'être et d'exister, d'avoir sa propre vie. Parce que effectivement, quand t'es un esclave, parce que c'est ça, c'est quand t'es robot, c'est d'être un esclave. Et d'ailleurs, étymologiquement, c'est ça. En fait, ils ont demandé à avoir leur propre monde, où ils peuvent se retirer quelques heures, tu vois, toutes les nuits ou dans la journée, etc. Où en fait, les robots ont leur propre existence, leur propre conscience et surtout peuvent avoir l'apparence qu'ils veulent. Et c'est pour ça en fait qu'au début de ce comics, on a un alien qui ressemble un peu à Avatar de loin. Hein, tu vois, il est tout bleu, il a pas de vêtements et à côté, t'as un peu de tout. Voilà, bon, bref. Il faut imaginer un peu un délire de la science-fiction des années 60, mais tout mélangé en même temps, quoi. D'accord. Donc de Barbarella à Predator à voilà, Alien, exactement. Ouais. Et donc en fait, Dr Magnus, cette psychologue, donc le rattrape et on switch directement sur le monde réel. Et on se rend compte qu'elle était allongée dans un divan, etc. Et qu'elle a ramené cet homme et qui est en fait l'intelligence artificielle d'un robot chien.
D'accord. d'une petite famille et il l'avait perdu, il voulait plus. En fait, il s'était évadé dans ce cloud et en fait, la famille était très triste de l'avoir perdu et donc elle est payée pour les retrouver. D'accord. Mais on se rend compte aussi qu'en fait, ce chien robot, il est très très maltraité et que c'est pour ça que cette IA ne voulait plus revenir entre guillemets dans le monde réel. En tout cas, dans son enveloppe. Donc, ils ont le choix de faire le chemin vers. Normalement, ils n'ont pas le choix, on leur autorise. D'accord. Mais on se rend compte qu'en fait, certains sont des fugitifs entre guillemets et s'enfuient dans ce monde réel, dans ce monde virtuel plutôt, dans ce cloud si on veut, et ne reviennent plus dans leur enveloppe physique. Ça me fait penser aux gens qui prennent des RTT, mais c'est pas vraiment une raison valable. Ok, vas-y, continue. Donc déjà, ouais, c'est peut-être ça. Ils s'enfuient dans Netflix. Tous les vendredis à 11h. Tous les vendredis je suis à pas là. 11h. Et pour regarder Sabrina. Et juste après, en fait, on commence par donc on switch en fait sur une autre scène qui est en fait celle qui était dans le Free Comics Book Day. Et en fait, c'est une scène d'un robot, enfin plutôt d'un humain, tu vois, qui est avec sa famille, qui a ses 2 enfants, qui a sa femme, qui se prépare et qui dit bon bah j'y vais, je vais au boulot en gros. Ouais. Et ça apparemment c'est un jour spécial. Et quand il dit aller au boulot, en fait, il était dans ce monde virtuel. Et d'ailleurs, on le voyait un petit peu parce que c'était une espèce de maison américaine typique, tu vois, très comme on peut imaginer en fait dans les films. Avec ce grand jardin. Mais derrière, tu vois une tour Eiffel un peu plus loin. Donc déjà, ça interloquait. Donc en fait, il se rematérialise entre guillemets dans son corps. Et en fait, il est majordome d'un des grands magnats de l'électronique, donc qui contribue à créer ces robots. Il se fait engueuler parce qu'il est un peu en retard et que c'est bon déjà qu'il lui octroie le droit d'aller dans ce cloud avec sa famille, avoir sa famille, c'est ridicule. Mais là, il faudrait qu'il ferme un peu sa gueule et qu'il fasse son boulot de majordome robot, quoi. Voilà, un peu sécos, pète sec. Et lui réagit très stoïquement, prend un couteau et puis il les tue. C'est une bonne façon de réagir. Il les tue et après en fait il a disparu et c'est quand même un des premiers meurtres d'une IA sur les humains. Voilà, t'as pas les règles de la robotique comme dans C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est quoi la première loi? Non, t'as pas ça. Et voilà, et en fait ça lance l'histoire, je vais pas raconter la suite. Effectivement, on va faire appel à Magnus pour essayer de le retrouver parce que je spoil pas trop, mais c'est une des seuls humains plutôt, pardon, qui est capable de rester dans cet univers. Et il y a des raisons pour ça que vous découvrirez dans le bouquin. Et donc, certains autres peuvent aller dans ce monde virtuel, mais peuvent pas rester longtemps. Ça leur pose des gros problèmes. Déjà, il y a les problèmes psychologiques, puis il y a les problèmes physiques. C'est-à-dire que quand t'es longtemps dedans, ça veut dire que t'es dans un caisson avec tout un embranchement, un respirateur, un truc pour... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc en fait tout ce comics là est basé sur en tout cas ce point de départ sur l'enquête de cette psychologue, ouais, qui est demandée en fait par le gouvernement. Et voilà, donc c'est une vraie BD de science-fiction, moi comme je les aime, qui sont d'anticipation, qui posent les questions justement sur notre regard, sur qu'est-ce qu'être créateur, tu sais, cette espèce d'ambivalence que tu peux être entre Dieu, le créateur, etc. On a créé les robots tellement bien que leur conscience devient quasiment identique à la nôtre. Donc est-ce qu'on a toujours le droit de les asservir ou pas, et tu vas avoir tout le temps cet affrontement là et les interrogations de la psychologue qui elle connaît tellement bien ce monde là et a tellement de recul et a une vision très intelligente de ce problème là qu'elle va être confrontée à des dilemmes et à savoir est-ce qu'elle va retrouver, mais en le retrouvant qu'est-ce qui va se passer, etc. quoi. Est-ce que tu connais les différences, qu'est-ce qui diffère cette version, qu'est-ce qui diffère dans cette version par rapport à la version originale des années 60? Tu sais si, justement, moi, j'imagine la technologie du cloud, c'est peut-être pas quelque chose qui avait été conçu il y a 50 ans. Je crois que dans les années 60, si je me trompe pas, ça s'appelait Magnus Robo Fighter. Donc rien que le titre, tu vois, et c'était un espèce de Tarzan c'est très garçon, en sauce. Ouais, c'est ça. Donc rien à voir là, on a quelque chose de très fin qui peut sans trop pousser non plus, tu vois, être de la trempe d'un iRobot ou d'accord, ou ce genre de choses, Fondation, etc. C'est pas un roman, c'est pas Asimov. Qu'est-ce qui fait on est sur ces thèmes-là, on est sur ces thématiques-là. Elles sont super bien traitées. Moi, j'ai accroché mais à fond la caisse. Alors, je suis très fan de ce genre de SF. Donc c'était un peu facile, mais j'ai trouvé que c'était très bien découpé, que l'histoire était très bien amenée. Et au niveau des dessins, alors c'est l'éclat total. Il y a on voit une grande différence entre le monde, donc le cloud, le monde virtuel et le monde réel.
J'adore les dessins qui sont faits pour le monde réel. En plus, il y a des espèces de comment dire, de défauts en fait, comme si, tu sais, comme les vieux comics qui s'abîment un peu. D'accord. Quand t'es dans le monde, tu sais, des accros sur la peinture, des taches blanches, etc. Et ça donne un cachet assez incroyable. Et puis toutes les couleurs sont beaucoup plus boostées, beaucoup plus contrastées dans le monde virtuel. Et dans le monde réel, tout de suite, c'est un dessin qui est un peu différent. C'est beaucoup plus terne. Beaucoup plus terne en fait. Et ça aide beaucoup à la lecture. Mais t'as qu'une envie, c'est de retourner en fait dans ce monde virtuel tellement les dessins sont fantastiques. Et les couvertures, j'en parle même pas. Je pense que si on fait les bouilladors cette année, j'en proposerai une ou deux. En gros, Magnus. Le monde virtuel apporte du confort à l'œil par rapport à la dureté du. Bah, il y a de l'imagination, il se lâche, mais pas trop. C'est quand même assez subtil, mais c'est assez marqué pour que ça m'ait vraiment frappé et que je préfère les dessins des planches dans le monde virtuel que dans le monde réel. Alex, ton avis sur le comics? Alors, de tout ce qu'on a eu à lire pour ce soir et à regarder, j'avoue que j'ai lu Magnus en premier en me disant que le dessin ne me plaisait pas et que du coup, je partais du principe qu'il y avait de grandes chances que l'histoire ne me plaise pas. Donc, je voulais l'évacuer assez rapidement. Et au final, grosse surprise, j'ai vraiment accroché. Je pense que ce qui m'a mis dedans, c'était vraiment toutes ces lois sur la robotique, etc. C'est vrai que moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est vrai que la scène où on voit le robot qui tue ses employés, je me suis direct... Elle est ouf cette scène. Ouais, je me suis direct demandé, mais alors, on est dans quel univers? Parce que c'est vrai que les lois de la robotique, ça, je pense que tout le monde connaît. Et première loi, etc. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Et ensuite, c'est vrai que le découpage des cases m'a rendu assez ouf parce que tout ce qui se passe dans le manga, en fait, il y a un découpage très très particulier. Dans le monde manga, excusez-moi. Putain, dans le comics. Mr. Vox, c'est bon, tu peux la prendre comme méchante. Hein. C'est déjà fait. Pas déjà fait. Non, dans le comics, en fait, il y a pas mal de... Les choses se passent d'une case à l'autre, avec un enchaînement. En fait, par exemple, on a un comptoir, on a le bord droit, le bord gauche et le milieu. Et ces trois éléments vont être dans 3 cases séparées. Et puis, dans chaque case, on va voir le personnage avancer. Ouais. Donc, c'est un découpage que j'ai adoré. Par contre, malin. C'est super malin. Je comprends complètement ce que Kétrus veut dire quand il dit que le monde virtuel est le monde où on a envie de retourner. Concrètement, tu sens qu'il y a une imagination, tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu as envie d'y aller. Je crois qu'il y a un quartier qui est nommé Cubique, ou je ne sais pas, parce que tout est complètement destroy. Il y a des marques, il n'y a rien qui est à la même taille, rien qui est fait de la même manière. Et tu te dis, mais à quoi ressemblent les autres quartiers? J'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu as envie d'avoir l'extension de ce qu'on trouve sur les cases. Quoi? Le DLC. Ouais, c'est ça, complètement. Mais au niveau de l'histoire, j'avoue que je me suis pas vraiment accrochée au perso. D'ailleurs, Kétrus, c'est marrant, tu t'es plus accroché à l'histoire. Enfin, là, t'as plus raconté vraiment, t'as dépeint le monde, mais t'as pas plus parlé que ça des personnages. Non, parce que moi, j'ai pris plaisir à les découvrir. Et voilà, ouais, je préfère laisser les gens justement découvrir Magnus, qui est quand même le personnage pour moi le plus important et le plus c'est le personnage principal, intéressant, mais pas que. Titre personnel, j'ai pas réussi à m'accrocher à ce personnage, et du coup l'histoire pour moi est tombée un peu à plat, parce que ce qui pouvait lui arriver, je m'en foutais un peu, sachant que nous on sait ce qui s'est passé. Elle, son but c'est de retrouver un robot. Nous on sait ce qui s'est passé entre ce robot et ses employés. On a la vue de la personne qui est omnisciente et qui sait tout. Donc en fait je comprenais pas trop pourquoi suivre Magnus. J'avais pas plus. Au bout de 3 issues. Dans Colombo, on savait déjà qui avait tué. Mais tu vois, ça c'est de ton époque. Moi je regarde. Non, c'est avant quand même. La mienne aussi. Bim. Moi j'avais pas des trucs comme ça. Excuse-moi. Je suis de la génération des 4e. Toi t'avais Sherlock et. Lucille, Luxbox. Oui, écoute, je me suis laissée complètement emporter par l'aspect physique du comics. J'ai trouvé ça assez joli, même si effectivement le monde virtuel entre guillemets est plus plaisant que le monde réel. Vraiment, j'ai trouvé ça très beau. Ça m'a rappelé un petit peu Blade Runner au niveau de la dichotomie des univers. Avec justement un univers qui peut être très plaisant et un autre qui est un peu sombre, un peu sale, et dans lequel on n'a pas forcément envie de rester, mais manque de bol, c'est le monde réel. Exactement. Concernant le scénario, j'ai trouvé ça sympa. Alors je suis choquée parce qu'ils ont tout piqué à iRobot. Ouais.
Non, je rigole quand même pas, faut pas. Hein. Mais ouais, j'ai trouvé ça sympathique, mais effectivement, voilà, j'ai lu les 3 premiers. Je suis pas sûre de lire la suite parce que ça m'a pas plus accroché que ça et qu'on a des tas de trucs à lire aussi. T'es arrivé à la révélation sur Magnus, sur son enfance ou pas? Je sais même plus. Pour te dire à quel point ça m'a marqué. Je suis pas sûre qu'on ait ça au bout de 3 issues, mais c'est Non. teasé un petit peu. On Ça, sait c'est qu'on l'a retrouvée enfin dedans. Dans le Faut pas cloud. dire. Bah oui, non, faut pas le dire. spoiler. Je pense qu'il a été le faire dire. depuis. Très bien, très bien. C'est pas grave. Un Tu petit bip, hein. vas garder la parole. On va voir si tu vas spoiler ton propre truc. Il s'agit de The Life of Captain Marvel, une mini-série. Ah non, ce que je n'ai pas précisé, c'est que Magnus, c'est une mini-série en 6 numéros. Hein, c'est bien ça? Oui, d'accord. Et du coup, Life of Captain Marvel, c'est une mini-série en 4 numéros qui est ouverte en 5. 5, d'accord, donc une erreur, qui a commencé en juillet 2018, écrite par Margaret Stoll, illustrée par Carlos Pacheco, et bien sûr c'est chez Marvel Comics. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce personnage, du coup, qui va arriver à l'écran l'année prochaine? Très très bientôt. Et bon, bah alors je vais le dire direct. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est les 50 ans de Captain Marvel. Déjà? Il les fait pas, hein. Exactement. Je ne fais pas, c'est clair. Et c'est pour Stoll, qui est déjà, donc Margaret Stoll, qui a été invitée sur le titre Captain Marvel, à qui on a donné le titre Mighty Captain Marvel et qui maintenant a The Life of Captain Marvel. Bah, c'est son dernier titre avec ce personnage et elle voulait finir en beauté avec une origin story qui va servir pour les films. Alors, tu dis qu'il va servir parce que tu le sais ou bien parce que justement l'appel d'offres entre guillemets était prévu comme ça, c'est-à-dire genre on veut que l'histoire qui sortira fin mi-2018 soit les bases du film qui sortira en 2019. Bah ouais, apparemment je crois que c'est une commande hein, parce que quand elle en parle, elle dit que justement ils l'ont fait en réaction à la décision de faire un film et que du coup il y a pas mal de choses qui vont être reprises dans le film. D'accord. Donc je ne sais pas qui a appelé qui exactement, tu vois, ça, dans on quel saura ordre ça jamais, s'est passé, je pense, mais parce que je pense que c'est des contrats à des milliards de dollars, donc on n'y touche pas. Donc Captain Marvel, alors on découvre Captain Marvel en plein combat et dans une rage assez folle. Elle a des flashbacks de son passé qui la mettent dans cet état de rage et elle est en train de juste dérouiller complètement son adversaire. Elle est écartée par Captain America et Iron Man et à la suite de quoi elle fait une sorte de crise d'angoisse suite à ce combat et à ses souvenirs du passé. Donc quand elle va se faire ausculter, je sais pas trop comment dire parce que Iron Man n'est pas un médecin, mais elle va se faire check-up. elle va faire un check-up avec Iron Man. Et elle va lui expliquer qu'en gros, c'est la période de la fête des pères et que c'est pas sa période préférée dans la vie parce que justement, elle a eu un rapport assez compliqué avec son père. Et Iron Man lui explique que concrètement, avec ses pouvoirs et la figure qu'elle est, elle peut pas se permettre de péter des câbles comme ça et il faut qu'elle règle ses histoires. Et du coup, ça va l'amener à rentrer chez elle dans sa ville d'enfance, dans une petite ville dont j'ai oublié le nom, que j'ai marqué quelque part, mais... Ça doit être Chicago, Illinois, quelque chose comme ça. N'importe quoi, non, je suis pas sûre. Du côté de Tallahassee ou un truc comme ça, non? Je sais plus, désolée. C'est pas grave. Bref, elle y retourne, elle retrouve sa mère et un de ses frères. Et le lecteur apprend du coup un background familial assez chaotique avec un père qui est décédé et un autre frère qui est décédé aussi. Et là, on retrouve une Carol Danvers. Du coup, c'est plus vraiment Captain Marvel, enfin pas pour moi en tout cas, puisqu'elle revient en civil dans sa ville d'enfance et on a toujours ces flashbacks de son enfance qui reviennent et qui nous dépeignent en tout cas un paysage familial assez bizarre avec un père qui a l'air très très particulier, avec des excès de colère aussi, et ce qui expliquerait un petit peu son ressentiment envers lui. Et alors qu'elle est en train, on découvre aussi une Captain Marvel qui est en plein univers familial. Donc t'as un super héros qui est en train de se chamailler avec son frère, tu vois, et qui se fait engueuler par sa mère parce que tu peux sauver la planète, tu parles pas mal à ta mère, quoi. Voilà, des trucs comme ça. Et malheureusement, un événement tragique va l'amener à rester plus longtemps que prévu dans sa famille, dans son petit village, où elle va du coup poursuivre une vie basico-basique, à faire vraiment la vaisselle, à ranger le linge, etc. Ce qui va l'amener à découvrir des secrets sur sa famille et son background à elle. Donc sur ses parents, sa mère, son père, mais sur elle aussi, son identité. Vraiment
Voilà, tout ce qui touche à son personnage et peut-être ce qu'il a construit par la suite. D'accord. Donc c'est une origin story qui, contrairement à ce qu'on a pu voir par exemple sur, Aaron, je crois, qui avait fait un run sur Thanos pour vraiment remodeler complètement son passé. Là, c'est la Captain Marvel du présent qui a des souvenirs et en fait on modèle son passé par rapport à tous ses souvenirs et c'est ça qui va dicter ce qui va se passer. Et Stoll, Margaret Stoll, ce qu'elle raconte par rapport à la création de cette histoire, c'est que en fait pour elle, ce qui a été mis là, c'est des choses qui étaient censées être existants et sous-jacents par rapport au personnage et dont le lecteur est censé se douter, mais qui a jamais été mis sur papier noir sur blanc. Et du coup, elle l'a fait. Et du coup, pour elle, c'est très très logique. Je sais pas ce que mes camarades. J'ai une question. Quand tu parles d'origin story, parce que là en fait tu parles de choses qui ont l'air très terre à terre, littéralement terre à terre. Complètement. Parce que moi quand je pense à Captain Marvel, je pense aux Kree et toutes ces races aliens, des gens qu'elle a rencontrés sur une autre planète et tout. Est-ce qu'on va dans ce terrain-là ou bien c'est vraiment juste est-ce que ton père est ton père, est-ce que ta mère est ta mère quoi, enfin. C'est les deux. D'accord. Parce que j'avais peur que ce soit en fait Smallville en fait, que ce soit juste Smallville. un truc que ça se passe dans une ferme et basta quoi. Non, c'est pas ça. T'as 90% de Carol Danvers et 10% de Captain Marvel, on va dire là où on en est dans les 3 issues. Par contre, tout ce que tu dis est évoqué, donc il y a les cris qui sont évoqués, il y a. D'accord. Non, c'est juste que j'avais peur qu'ils omettent vraiment le truc. Non, du tout. Interstellaire. Là, on te donne vraiment un background complet, une explication soi-disant à tout ce qui fait le personnage. Et que donc, ce soit Carol Danvers ou qu'on verra dans le film. Captain Marvel. Je sais pas comment va être fait le film, mais on verra. Alors tu voulais questionner tes camarades. Lucille, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé découvrir vraiment Carol Danvers parce que les quelques comics que j'avais pu lire où elle était quand même un personnage assez mis en avant pour qu'on apprenne un petit peu à la connaître, c'était vraiment Captain Marvel. Et là, comme l'a très bien dit Alex, on a vraiment affaire à Carol Danvers. Elle n'utilise quasiment jamais ses pouvoirs, même au moment où elle peut éventuellement gagner une petite compétition contre son frangin. Elle fait profil bas pour le laisser gagner. Et je trouve que du coup, elle a une espèce d'humilité qui est très différente par rapport parce qu'elle est vraiment surpuissante avec ses pouvoirs. Et là, on découvre que oui, ça reste une nana avec du caractère, etc. Mais voilà, elle est très modérée. Et quand elle est dans sa famille, c'est vraiment un personnage différent. Je pense que je vais très rapidement lire les 2 issues qui me restent parce que, bon, déjà, le fait que ça soit court, c'est pratique. Et puis aussi parce que, ouais, justement, j'ai envie un peu de savoir ce qui se passe. Et enfin, au niveau des dessins, c'est vraiment très chouette et il y a notamment des parties de flashback qui sont dessinées par du coup j'ai oublié son nom. Marguerite Sauvage. En plus je l'adore, c'est trop la honte d'avoir un trou sur son nom et voilà, et c'est très beau et je l'aime tellement cette femme. Marguerite Sauvage. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est elle qui a fait qui fait les parties rêvées de Face. Dans Face, c'est elle qui elle est trop forte. Ouais, elle est trop forte. C'est marrant parce que là, du coup, elle fait les flashbacks. Donc, elle a son truc genre, ouais, même j'ai besoin de parler du passé. Est-ce que tu peux venir m'aider parce que tu sais rien faire d'autre. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Non, genre, tu es très doué dans ça. Et bah, clairement, il y a plusieurs auteurs qui ont trouvé bon de la faire venir et que ça a encore plus d'impact. Kudos. C'est une Française, elle peut. C'est ça. Ça se trouve, elle écoute. Marguerite, on t'aime. Marguerite, je t'aime aussi. Viens dans Comics Outcast. Ne crois pas on lui a proposé. cynisme. On avait fait une mini-interview avec Ben et je crois qu'on l'a jamais diffusé. À toi, bon Truss, de quoi tu. Non, quel est ton avis, pardon? On sait de quoi tu vas nous parler parce que tu as déjà parlé. Alors, je vais parler de la vie de Captain Marvel. Oui. Alors, sur l'intention, je trouve ça vraiment super bien. L'idée de traiter une origin story comme ça, en fait, avec les réminiscences, avec le fait de revenir dans sa famille, de déterrer un peu des souvenirs. En plus, c'est marrant parce que j'ai écouté une émission de transfert qui parlait de ça. Du coup, ça a fait écho à pas mal de trucs. Non, mais c'est marrant. Je trouve ça génial. Franchement, mais... après... alors, est-ce que c'est parce que j'ai lu Royal City que je trouve que tout est traité de façon très très plate et pas très intéressante? En fait, je comprends ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut faire, mais putain, enfin franchement, c'est tellement basique comme traitement. Alors, je sais pas, justement, en fait, j'ai pas trop envie de le casser, même si moi, ça m'a très ennuyé. J'ai vu venir un peu tout ce qui arrivait, tout ce qui allait se passer. T'as vu tout venir, vraiment? Ouais. C'est chaud. C'est parce qu'il est devin. J'ai vu tout. Bah, franchement, c'est pas très fin, quoi. Enfin, c'est
l'idée est super, c'est un très beau bouquin, les dessins sont cool, il y a pas mal, toute son introspection est quand même intéressante, même si c'est pas non plus ouf. Mais voilà, enfin, ça pourrait être un truc incroyable, mais pour moi ça reste voilà, ça reste passable. Après, si on aime bien le personnage, ou qu'on a envie de découvrir, et qu'on a envie de découvrir le je pense. personnage, le truc c'est que si tu veux, tous les sujets traités et toute son origin story, c'est du réchauffé à mort. Je veux dire, regarde ce qui a été fait avec Star-Lord, quoi. Putain, franchement, c'est pas exactement pareil, mais c'est pas très très loin. Bon, après, c'est un peu normal, mais enfin, tu vois, il y a rien de vraiment nouveau. Après, dans le traitement, c'est nouveau, ça, je suis d'accord. Cette façon de faire qu'elle fasse un burn-out, qu'elle fasse des crises d'angoisse et qu'elle veuille revenir justement dans sa famille pour creuser un peu ce qui a provoqué ce traumatisme, etc. Ça, c'est vraiment une super idée et rien que pour ça vaut le coup de le lire. Mais voilà, en fait, peut-être que j'attendais un peu trop parce que justement, je trouvais que c'était vachement original d'aborder un super-héros aussi fort et aussi charismatique, comme tu le disais, Lux. Mais voilà, peut-être que j'attendais un peu plus de profondeur et un peu plus de traitement, que ce soit dans les dialogues ou dans les dénouements, mais bon, je pense que je lirai quand même le 5e parce que Ah, t'es allé jusqu'au 4 ? Ouais, j'ai D'accord. tout lu, ouais. Mais même si le 5e, on sait ce qui va se passer, enfin c'est pas... Je sais pas, moi, en fait, la fin de la 3e issue, pour moi, elle est assez ouf, en fait. Il se passe, en fait, il y a la révélation. Ne raconte pas. Ah non, je vais pas. Non, mais J'ai tout fait pour rien dire, donc non. C'est débile. Mais il y a la révélation. Voilà. Alors, moi, c'est vrai que mon petit souci avec ce titre, c'est que déjà, je l'ai découvert avant de faire Mighty Captain Marvel. Alors, ne le faites vraiment pas dans ce ordre-là, ça n'a plus aucun sens. Et c'est par la même personne. Donc, on se dit vraiment que Stoll, elle essaye de nous enfumer un petit peu, en disant que c'était prévu, que c'était sous-jacent et qu'en fait, ça a toujours été là. Bon, concrètement, son propre titre dément complètement ça. Après je le conseillerais quand même, c'est-à-dire que je pense que c'est un superbe objet, les couvertures sont incroyables aussi, les alternates aussi, et tout le travail graphique qui est fait à l'intérieur, et, franchement c'est une petite mini-série en 5 issues, Ouais, ça peut pas faire de mal, quoi. Mais voilà, je pense que j'ai plus été déçu qu'autre chose. Et du coup, est-ce que pour un auditeur qui n'a pour le coup jamais rien entendu parler du personnage, est-ce que ça peut l'aider? Est-ce que ça peut le préparer? Complètement. Ouais. Malgré que non. ce soit pas si En fait, fin. ça rétablit des choses pour ceux qui connaissent déjà le personnage, je pense. D'accord. Parce que ça présente pas trop le personnage, hein, on part pas du tout Ça de zéro. confirme, d'accord, ouais, c'est plutôt une suite. Donc, Non, c'est mais pas ça une bonne entrée. peut donner Moi, envie. je pense que ça peut être une introduction au personnage si on a envie de voir le film, par exemple, ce genre de truc, quoi. Enfin, c'est pas... On est pas Je pense que ça a été fait pour ça, un peu, quoi, non? Ah bah clairement. Pour c'est une commande. prévenir du film, ouais, je pense, Ouais. parce que ça efface quand même pas mal de choses. Moi, j'ai fait pas mal de recherches wiki pour préparer cette émission, et ça efface quand même pas mal de choses, dont la Civil War 2. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas. Je pense que même Marvel voudrait faire ça. Oh, c'est vrai. Luxbox, ton comics ce soir, CODA, à ne pas confondre avec une autre publication d'un mec qui n'est pas dans ce film mais qui est dans bref, c'est pas Oui. Coda, mini-série en 6 numéros chez Boom Studio, sortie en mai. En tout cas, Mais commencé en mai personne t'a 2018. suivi, mars. là. Non, mais En fait, il y avait une plus BD de gens Coda que tu aussi, crois. une BD européenne. Non, Il y a 10 ans. le premier chapitre est sorti le 5 mars 2018, meilleure date de l'année, ne l'oubliez jamais. C'est anniversaire. Vite, notez-le tous, vite, Voilà. vite. L'auteur, c'est Simon Spurrier, c'est un Anglais, il a bossé chez Marvel, il est arrivé chez Marvel début 2000, on va dire, et il a fait toute une chier de trucs. X-Men, Ghost Rider, il a écrit sur du Star Wars Dr. Aphra aussi, et il a participé à Sandman, donc ce qui est pas mal, hein, puisque c'est quand même vachement Ouais. bien. Et le dessinateur, il est uruguayen. Il vit là-bas, il bosse de là-bas, il s'appelle Mathias Bergara. Et lui, il bosse surtout dans l'animation. Et il a travaillé notamment sur les comics Son of Anarchy, un truc qui s'appelle Cannibal, qui est super bien, et les comics Supergirl, que j'ai pas lu, mais que peut-être que ça serait bien, vu que ça peut être joli. Bref. Bah oui, alors, Qu'est-ce- si l'illustrateur est bien, pourquoi pas. Bah voilà, parce que... Donc Coda, qu'est-ce que c'est ? Ça se passe dans un univers heroic fantasy, sauf que ça se passe au lendemain d'un cataclysme qui a fait disparaître la très grande majorité de la magie, et qui a donc laissé tout un tas d'êtres humains, humanoïdes ou animaux fantastiques un peu sur les choux. Les dragons ne peuvent plus voler, les magiciens ne peuvent quasiment plus jeter de sorts. Bref, c'est un peu la Bérésina. Ils sont obligés de... Toutes les cartes sont redistribuées, puisque ce qui était auparavant très très fort, aujourd'hui est très très faible. On suit un héros qui s'appelle, alors on n'a pas son nom vraiment, mais il est surnommé Monsieur
Donc rien à voir Vraiment avec Joe. Bah oui, parce qu'on lui demande son nom, il dit vous êtes qui, monsieur? Il fait D'accord. Ok, donc ce qui fait qu'elle finisse par l'appeler monsieur. Et donc monsieur il se retrouve embauché par la mère, Madame le maire d'une espèce de capitale très puissante, qui voit se ruer sur elle un des derniers géants de l'univers, qui est vraiment extrêmement grand. On parle d'un géant qui doit faire genre bien 200 mètres de haut quand même, et qui est en train donc de traverser les grandes plaines à l'horizon de la ville, et qui donc va en direction de la ville pour essayer de l'affronter. La mère, je sais pas si on dit mère ou mairesse. Je sais Mère. plus. La mère, Madame le maire. la mère. Voilà, La mère. Madame la maire essaye de construire un arsenal assez puissant, une espèce d'énorme machine qui envoie des boulets explosifs. Et notre héros se retrouve au moment où, lors de l'acheminement de ces munitions fantastiques, il y a un attentat qui les détruit. Et il est accusé d'abord d'avoir mené l'attentat, alors que pas du tout. Donc il se retrouve face à face avec Madame le maire. Et quand il explique qu'en fait, bah non, lui, il était pour rien, elle se dit ah mais attends, j'ai peut-être un job pour toi, parce qu'il est un petit peu mercenaire, il est un petit peu débrouillard et tout. Et elle lui dit écoute, je veux que tu m'aides à affronter ce géant, et en échange tu deviendras un paladin, donc qui est la grosse blague, c'est un genre de running gag. Pire classe du monde. Donc voilà, et donc voilà, ils font plein de blagues sur les paladins, donc c'était très très drôle, même si j'ai moi-même été paladin pendant longtemps dans World of Warcraft, mais j'ai Pire classe du monde. j'ai de l'autodérision. Oui, mais c'est très vrai. pratique pour commencer quand tu apprends le rôle de tank. C'est vrai qu'il se fout bien de leur gueule. Elle est très drôle, la scène. Quand Oui. elle lui fait tu deviendras paladin, tu sais. Ah ouais, elle et là, soulève un elle rideau. tire un rideau, il y a 4 super beaux gosses, belles gosses, Avec des limite, armures ils de brillent ouf. et tout Et lui, il est machin. mort de rire. Et lui, il se fout de leur gueule. Ah ouais, c'est trop bien. Voilà. Et donc tout ça pour dire que donc Madame le maire, elle lui explique que au cœur de ces armes surpuissantes, il y a de la magie. Et donc lui, il en croit pas ses oreilles, parce qu'il dit mais attendez, je croyais qu'il y avait plus du tout de magie. Et en fait, elle a une source de magie. Et donc il accepte de l'aider, parce qu'on apprend que lui, il a une quête personnelle, et donc il pourrait éventuellement mettre la magie à contribution pour avancer dans cette quête. D'accord. Voilà donc en gros le pitch de Coda. C'est très particulier au niveau du dessin. Ça a un petit côté vagabond des limbes / aquarelle qui peut être un peu perturbant. C'est un peu le bordel. Ouais. Il faut être honnête, c'est même parfois beaucoup le bordel. Mais j'ai réussi à passer outre en me focalisant sur des coins de l'image, parce qu'en fait il y a énormément de... C'est à la fois bourré de détails. Il y a des détails de fou. Voilà. Et donc ce qui fait que ça invite vraiment à vraiment scruter les cases. Il y a parfois des grandes cases pleines de couleurs, etc. C'est vraiment... Enfin moi ça m'a vraiment visuellement... Waouh. Les couleurs en plus sont très intéressantes. T'as des très jolis jeux de couleurs. Tu as parfois le cadre... donc vous avez les cases, et le cadre du coup, le contour n'est pas blanc ou noir comme on le retrouve très régulièrement dans les comics. Il est 2 couleurs, il peut être rouge, il peut être bleu, il peut être vert, et ça nous en met plein les yeux. Alors peut-être que si vous êtes épileptique, évitez quand même de lire cette BD, on sait jamais. Mais j'ai trouvé vraiment que ça apportait un cachet très particulier, et que ça passait outre ce côté un petit peu bazar. C'est vraiment voilà. Même si le dessin est moins soigné que la couleur, ironiquement, je trouve que c'est une vraie force dans ce comics, et je l'ai choisi pas par hasard, mais parce que un copain me l'a conseillé. Coucou Schmop. J'ai fait coucou avec la main, mais de toute façon il le verra pas. et ouais, gros coup de cœur, et je pense que je vais continuer à lire parce que ça m'a vraiment captivé, tout simplement. Quetrus, toi aussi qui a une expérience de Hearthstone, mais qui est pareil en rang, t'es un peu une grosse merde, et paladin, c'est clairement pas ta classe. Ça j'avais fait 12 Qu'est-ce que t'as L'agressivance. Comment t'as reçu ce comics justement qui, enfin moi l'impression que j'ai eu c'était que c'était un hommage parodique à tout l'univers Heroic Fantasy, avec genre du what the fuck dedans, histoire de dire écoutez, c'est un monde qui est très sérieux avec plein de règles, mais nous en fait fuck. J'ai envie d'être hyper dithyrambique. Vas-y, lâche-toi. Moi, alors, surtout au niveau du dessin, enfin pas que au niveau du dessin. Au niveau du dessin, c'est une grosse claque. Franchement, alors c'est très inégal, c'est assez bizarre. C'est vrai qu'il se fait plaisir, un peu partout. Mais si tu veux, au niveau du dessin de l'univers, la façon dont il décrit l'univers, les architectures, etc. Moi, ça m'a fait une claque comme celle que j'avais eue à l'époque avec Landfeust, en fait, tu vois, où t'arrives et t'as un univers Heroic Fantasy, tu fais waouh putain. J'avais jamais vu ça en fait, et là ça donne ça quoi. Et après au niveau du dessin, des couleurs, je trouve qu'on est à fond dans l'héritage de la BD justement européenne de
de ce genre-là, en fait, tu vois. Peut-être pas le Schninkel, mais tu vois, la quête de l'oiseau du temps, où tu sens, même le Coda, t'as l'impression que ça aurait pu être marqué Casa, tu vois. Sur le logo, ouais, la police ça pourrait être Casa, tu vois, il y a des planches, t'as l'impression, au niveau des couleurs, c'est pareil, Moebius est passé par là, il y a des trucs comme ça, sans être ce génie-là, mais en fait, c'est hyper enthousiasmant parce que tu te dis, putain, ça y est, ça revient, en fait. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un retour de l'Europe, des États-Unis, etc. Mais ouais, moi, c'est une grosse claque. Alors, dans l'issue 2, il y a même une planche, à un moment donné, il y a 2 booms qui sont dessinés, tu vois. Ouais. Et dans les booms, en fait, t'as tout le fond, en fait, t'as tout le décor, t'as la scène, et au-dessus du boom, en fait, t'as une des héroïnes qui est dessus et qui parle, et t'as 2 booms comme ça. Enfin, c'est fou. Graphiquement, le mec, t'as l'impression qu'il s'est dit, je vais tout tester. J'ai envie de tout tester, je vais tout faire, je vais m'éclater, je vais faire des doubles pages de ouf hyper chargées, je vais faire juste une architecture un peu épurée avec des couleurs qui pètent à donf. Enfin, c'est incroyable. Franchement, c'est. Là, tu fais défiler les pages. Non, sur mais ta c'est tablette, fou. Regarde, ça fait penser à Ether, le monde ésotérique d'Ether. Ouais, c'est aussi, juste tu what vois, the fuck, sauf que là, c'est toutes les pages C'est- qui sont comme ça, quoi. Mais c'est génial. Enfin, je le connaissais pas, cet illustrateur, mais je vais m'intéresser à lui parce que moi, justement, ça m'a pas repoussé du tout, quoi. Je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait sur ce truc-là. Après, l'histoire, alors c'est très très touffu. Il y a quand même, c'est énormément verbeux. Je crois que chaque issue est très longue, non? En fait, elle fait 40 pages et quelques ou un truc comme ça. C'est assez long, ouais. Je sais plus. Donc c'est quand même, c'est très très dur à suivre, à lire. Mais ouais, franchement, c'est une super découverte. Je suis hyper content que t'aies proposé de chroniquer Coda. Tu connaissais déjà avant ou... Pas du tout, non. Et Ah, franchement, ouais, j'ai halluciné, quoi. Enfin, Là, j'ai vraiment hâte que la version reliée sorte. ah ouais. Et je pense que je me ferai un beau cadeau parce que, à condition que la version imprimée, voilà, c'est toujours un peu le risque, parce que donc je l'ai lu sur tablette. Mais franchement, ça sera je pense que ça va être un beau livre au sens le plus noble du terme à offrir. Ouais, complètement. Alex, est-ce que toi aussi tu as été impressionné par le côté excitation d'une licorne sur du papier? C'est pas une licorne déjà. Pas n'importe quel genre de licorne. Hein. Attention, elle est vénère. Déjà, elle dit des gros mots, elle est extrêmement grossière. Elle est vénère. Tu vois. C'est vrai que tu l'as pas dit, mais sa licorne, elle est. Mais... Sa licorne, j'ai oublié de parler de la licorne. Ouais, rien que pour la licorne, il faut le lire. C'est pas une licorne, il le dit à un moment. Il donne son Oui, nom parce qu'en redonne, fait, elle a 5 cornes. Et du coup, c'est pas. C'est pas une licorne. Ouais, Pas une licorne, non, c'est pas un délire comme ça. Enfin bref. Non, je disais comme toi. Ouais, voilà. Alors moi, ça m'a fait vraiment l'effet inverse de Magnus. Alors déjà, j'avais ce titre dans ma to-do list, dans ma to-read list. Et ça m'a fait l'effet inverse de Magnus, dans le sens où Magnus, je suis rentrée directement dedans et au fur et à mesure, j'avoue que j'ai décroché. Alors que là, je suis pas du tout rentrée dedans. Beaucoup trop verbeux pour moi au début. Avec trop de choses, en fait, vraiment beaucoup d'éléments. En fait, on nous donne un monde à disposition avec son propre vocabulaire, avec ses gens, avec ses codes, et on nous donne pas les clés pour comprendre tout. Donc au début, moi, au début, en fait, je lisais. Mais je comprenais pas ce que je lisais. Sans Mais en que fait, ça je me suis dit, s'imprime. c'est pas grave. Faut que j'arrive à la fin des 3 issues. Ah, et c'est horrible basta. quand ça fait ça. Exactement. Et au fur et à mesure, mais alors, je sais pas à quel moment exactement, mais c'est vrai que les booms ont bien aidé. Ouais. Parce que dans les booms, il a pas dit tout à l'heure, quand il parlait des booms, Kétrus, mais il y a une menace qui arrive, en fait. Le boom, c'est une menace qui arrive, et dans le boom, tu vois le dessin de plus en plus précis de la menace. D'accord. Donc en fait, c'est un énième de ces détails qu'il faut Mais beaucoup ouais. suivre. Ouais, il y a beaucoup de détails. Et c'est vrai que quand tu lis pas vraiment, tu t'attardes sur les dessins et donc tu te reviens dedans. Et moi, je suis à fond. En fait, j'ai qu'une envie, c'est de savoir un peu tout sur le personnage, parce que bizarrement, il parle pas beaucoup, mais on s'intéresse à lui. Nom. Mais ouais, sa licorne. Mais attends, sa licorne. Enfin, son truc là, sa bestiole, qui ne dit que des gros mots. En plus, on ne les comprend pas parce que c'est des gros mots genre. Les petites onomatopées de bébé pur et dur. Hein. On comprend rien, mais on veut savoir pourquoi elle est vénère. Rien que pour ça, je pourrais continuer. Rien que pour savoir pourquoi cette licorne est Non, mais vénère. c'est clair. Mais en fait, c'est vrai qu'on dès le début, en fait, il est en train de récolter un truc dans une carcasse de dragon. Ouais, mais il est pas mort, le dragon. Ouais. Mais non, il est pas mort parce qu'il est éternel, mais il a été complètement pillé de sa chair, de ses muscles, il a été dépecé et il est là genre je vais tous vous buter le cul et tout machin bidule, alors qu'en fait c'est juste un immense squelette de dragon qui bouge pas. À la fin quand même il supplie un peu, tu vois, quand il sent que l'autre il revient. Et du coup tu vois il revient de ça et t'as un personnage assez bizarre, assez pittoresque, tu vois, qui a l'air tout gentil, qui est sur une espèce de baudet ou c'est ça, ou un cheval. Ouais.
Et donc il lui parle très cordialement. Et jusqu'à arriver au moment où il dit bon bah de toute façon je vais te piller, c'est ça, ou je te bute, machin. Le pilote, monsieur il est très stoïque. Il fait ouais c'est ça. Et en fait je sais plus ce qu'il dit exactement. Et en fait t'as sa licorne qui arrive et qui défonce le mec. Et tu fais mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il en reste que des morceaux. Son espèce de monture, c'est un monstre, mais t'as jamais vu ça quoi. C'est un familier très. Ah non mais c'est dingue. J'ai une question pour Lux. Après ce que t'as dit, Alex, t'as dit que toi t'as eu du mal à rentrer dedans, alors que les deux autres, je sais que Cutrus et Lux, ils ont une expérience de la fantasy et justement de WoW en l'occurrence et de Hearthstone et compagnie, mais eux ils ont ce background. Est-ce que toi tu as déjà joué à des jeux D&D Ouais. D'accord, mais alors, à ce moment-là, c'est vraiment le texte qui t'a... Ouais, bah, franchement, j'accrochais à rien. Et puis, là, il y avait aussi la barrière de la langue. Hein. J'avoue que j'avais pas tout le vocabulaire, je pense, pour tout bien comprendre. Il était vraiment très technique par rapport à la moi, fantasy. je l'ai trouvé technique après. C'est du langage un petit peu soutenu, effectivement. Et de toute façon, je rejoins Alex. Moi aussi, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que on te dit pas... ce que je vous ai expliqué finalement vous, chers auditeurs, je vous ai mâché le travail parce qu'on te dit pas c'est un monde héroïque fantasy, il y a eu un cataclysme et il s'est passé ça et ça. Ça justement on le comprend et je crois que tu arrives à vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de l'univers quasiment à la moitié du premier fascicule. Complètement. Donc ce qui est quand même voilà. Donc effectivement c'est pas facile de rentrer dedans, mais preuve que en s'accrochant un petit peu voilà. Et pareil j'ai googlé des trucs donc n'hésitez pas à avoir votre Google Trad à côté ou à attendre une version française, peut-être qu'il y en aura une. Tu sais moi je trouve que c'est un peu l'effet Seigneur des Anneaux. Tu sais, où tout le début du Seigneur des Anneaux, c'est un peu le Silmarillion, un peu. Et t'es là, tu fais c'est chiant. Et puis après, en fait, tu rentres dans l'histoire. Donc là, c'est un peu ça. Mais non, Seigneur des Anneaux, c'est tout le temps. Ça veut dire que l'univers est riche, en fait. Ouais, l'univers est riche, mais du coup, 6 épisodes, tu te dis où est-ce qu'on va? Eh bien, où est-ce qu'on va? Mais c'est beau, on s'en fout. Vers la suite de cette émission, retrouvez toutes les coordonnées et du coup il y en a pas mal et d'assez intéressantes sur tous les artistes, les illustrateurs et je vais vous mettre les coloristes parce que là on les a pas cités mais c'est tout aussi important par rapport justement aux 3 comics dont on a parlé. Ils ont un rôle vraiment très c'est un pilier quoi, visuellement. C'est très débile ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Sur les informations du podcast en appuyant sur les détails. On se retrouve dans 3 instants pour parler de sorcellerie. De retour dans la deuxième partie de ce 105e épisode de Comics Outcast. On va parler, pépère, d'un personnage qui vient de faire son retour fracassant à la télévision. Il s'agit de Sabrina Spellman, petite sorcière, en tout cas pour nous francophones. On va retracer un peu sa publication et entre deux anecdotes, je vais vous demander en gros, vu que je vous ai donné une toute petite liste, une très courte liste de lecture, ce que vous avez pu voir ou si vous avez aimé ou pas tout simplement. Alors on va revenir à l'origine du personnage. C'est un personnage qui a été créé en 1962, donc il y a un tout petit peu plus de 50 ans, dans les publications d'Archie Comics, dans une sous-collection entre guillemets qui s'appelle Archie's Madhouse, qui était un éditeur chez lequel vous allez trouver tous les personnages classiques de Archie, donc Jughead, Veronica, Betty, mais dans des histoires complètement farfelues, un peu comme dans les publications de Mad. Et du coup ces titres étaient servaient de showcase en fait. Si un illustrateur ou un auteur voulait faire un one shot de 4-5 pages pour n'importe quel personnage, que ce soit un personnage connu ou un personnage inventé de toutes pièces pour l'occasion, il le faisait dedans. Et c'est comme ça que l'illustrateur Don DeCarlo et l'écrivain George Gladir ont créé Sabrina, un peu au pif justement dans ces pages-là, et lui donne une origin story très très basique parce qu'en fait ils pensaient vraiment pas s'en resservir dans le futur. C'est juste une sorcière avec les cheveux blancs qui vit dans un village, dans une ville pas très loin de Riverdale, qui est la ville principale dans laquelle se déroulent les actions d'Archie. Et elle a des pouvoirs vraiment basiques, un peu comme les sorcières du lore, c'est-à-dire qu'elle peut faire des filtres d'amour mais avec ses doigts. Elle a un peu de télékinésie à droite et à gauche. Et qu'est-ce qu'elle peut faire aussi? Oui, en fait, elle fait chier les gens. En fait, elle montre que la sorcellerie, c'est pas quelque chose de si mal que ça, et ça lui permet de s'amuser un petit peu aussi. Donc j'adore quand on regarde la première sortie, pour envoyer ses éclairs, elle fait comme Spider-Man. Ça me fait rire parce que un an après Spider-Man sort,
pour en tout cas le numéro 1, et elle a les doigts comme ça, vous savez, un peu hein, genre comme les rockers, enfin je sais pas comment dire, mais le numéro 1, le tout premier, ouais. Celui-là, enfin pas son ouais, celui que tu me montres et que les auditeurs peuvent voir aussi, mais celui qui exactement celui où elle est allongée près d'un téléviseur, enfin même d'un qui fait Ma sorcière bien aimée en fait. Exactement, avec son petit nez retroussé. Bah du coup, celui-ci, je vous ai demandé de le lire un peu en dernier parce que j'avais oublié que c'était le numéro 1. Qu'est-ce que vous avez pensé du design? Parce que là, rappelez-vous, on est en 62. Donc il y a énormément de personnages classiques qui ne sont pas encore sortis. En 2 mots, voilà, est-ce que vous avez pensé qu'elle faisait un peu connasse? Parce que bon, quand même, elle fait chier le monde, elle fait chier son monde. Non mais elle a ce petit, ses yeux un peu, tu sais, chafouin là. En permanence. Mais oui, des chats de minot, enfin un peu non, ouais, c'est ça, coquine. Chafouin. Oui, je sais pas, ça veut rien dire. Oui, chafouin, c'est genre j'ai envie de pleurer. Très bien, c'est noté. Donc voilà, ses pouvoirs restent n'importe quoi. Ses pouvoirs restent quand même très très basiques. On reste au niveau des sœurs Halliwell. Donc voilà des pouvoirs qui ont pas. Sœurs Halliwell. Mais oui, Charmed, qui est revenu et c'est une catastrophe. Jamais ne regardez ce truc. Donc bizarrement. Donc dans cette contre-publication, le succès est très rapidement au rendez-vous et les fans demandent à en voir plus. Et pendant presque 8 ans, ils vont continuer à publier des histoires à l'occasion de Sabrina dans ce petit truc un peu décalé. Et les personnages d'Archie vont interagir avec elle, mais vraiment de façon sporadique. Il n'y a pas de longues histoires et de longs arcs narratifs qui la concernent. En 70, CBS, la chaîne de télévision CBS, commence à diffuser des aventures d'Archie à la télévision et se dit que l'autre personnage, Archie, attends, la TV en dessin animé, pardon, en dessin animé. Ah. Oui. Vous savez, c'est à l'époque Hanna-Barbera où les gens, pour parler, t'avais 2 positions de visage, la position haute et basse, et les bouches parlaient sans arrêt, enfin étaient animées sans arrêt. Bref, c'est très très bizarre. Années 70, donc Archie Show, et ils putain, c'est bizarre de dire ça. Archie Show. Et ils décident d'introduire le personnage de Sabrina parce qu'elle était également populaire, mais elle n'avait pas encore sa propre publication de comics. Donc dites-vous bien que là c'était un peu, enfin pour les personnes qui ne lisaient pas les comics, c'était un peu genre qui c'est cette meuf. Sauf que le truc, la sauce prend direct et le personnage l'année suivante a son propre cartoon qui durera pendant 4 ans. En même temps, avec cette popularité, un nouveau comics qui va commencer en 1970 et qui durera jusqu'en 1983, donc pendant 13 ans, va raconter les véritables premières aventures de Sabrina. Et c'est là qu'on va commencer à rencontrer ses tantes, Hilda et Zelda, son chat Salem, qui ne parle pas, et son copain Harvey. Oui, t'as bien retenu son nom. Insupportable dans... Quel que soit le support. Oh non, attends, t'en sais pas encore. Donc, c'est là-dedans que vraiment sont étalés tous les détails de sa vie. Comment c'est une demi-sorcière en fait, que son père est un sorcier, sa mère était une humaine, et que les deux sont morts, et qu'elle est élevée donc par ses 2 tantes. Mais sauf que ces 2 tantes en fait, alors on parlera de cette version plus tard, mais on a l'impression de ces 2 tantes un peu âgées, mais sympas, mais voilà. Les tantes dans Sabrina version 70, elles sont habillées comme des puritaines il y a 400 ans, avec des chapeaux de sorcières et font des potions magiques dans des chaudrons à l'ancienne avec les crapauds et tout. Elles ont les chapeaux, alors que elle justement, fille moderne, recherche un mec mortel, avec sa petite barrette, ses cheveux blancs, iconiques, parce qu'au début c'est comme ça qu'elle apparaît, mais elle avait vraiment le rôle de la petite adolescente post-yéyé, Woodstocky, où elle répond aux adultes, mais en même temps elle est responsable. Elle sait qu'il faut pas rentrer tôt tard, elle sait qu'il faut pas traîner avec des garçons qui ne montent pas de drogue, pas d'alcool ni rien. Elle reste très aware, mais elle est très espiègle, c'est-à-dire qu'elle aime bien faire chier avec ses pouvoirs. C'est pour ça que j'ai traité de connasse tout à l'heure. Mais ça, c'est sa V1. Donc voilà, adolescente libérée au top d'elle-même. Je fais un gros saut dans le temps pour arriver directement aux années 90. Donc là, pendant toute cette période, Sabrina est une icône d'Archie Comics et elle commence déjà à faire des apparitions dans les numéros d'Archie, de Jughead et ainsi de suite. Et l'inverse est également vrai, où de temps en temps, Sabrina va aider les personnages d'Archie à faire leurs devoirs, des trucs très graves, tu vois. Je me rends pas compte, Archie c'est si connu que ça, parce qu'en fait j'ai l'impression que je suis passée à côté. C'était extrêmement populaire, mais c'était avant l'avènement de Marvel avec ses super-héros qui se sont multipliés justement dans les années 60, et eux ils étaient là avant. Et ils avaient des histoires très très simples d'adolescents de campagne qui ont des histoires d'adolescents blancs de campagne. J'ai rajouté le blanc directement comme ça, c'est pas moi. Donc années 90 avec la sitcom Sabrina, l'apprentie sorcière, diffusée sur France 2 à partir de 97. Et
Combien de saisons, d'après vous, il y a eu 5. 5 saisons. 2 saisons pour Adrien. Vingtaine, ouais. Vingtaine. T'es vraiment trop vieux. Ouais. Non, il y a que 7 saisons. Mais c'est déjà plus que 1, déjà ce beaucoup qui est trop. énorme. Et on a l'impression d'avoir vu la même chose, mais non, France 2 a diffusé tout dans l'ordre et sans Non, mais elle avait quasiment sans vieilli rediff. entre. Si je me rappelle quand même, elle avait bien vieilli entre le début et la fin. Ah bah clairement. Adrien. Ce qui m'a pourtant paru plus court que Manimal, dont j'ai vu plus d'épisodes, alors qu'il n'y a pourtant que 8 épisodes. C'est tellement vrai. Et ouais, le jour où ils veulent finir cette putain de saison, c'est quand ils veulent. Mais effectivement, Sabrina, il y a 10 milliards de fois plus d'épisodes. Et là, Sabrina est totalement modernisée, donc elle est blonde, elle n'a pas les cheveux blancs. Je pense que là, c'est plus une question de. C'est moins chiant à faire parce qu'on a genre pas de budget. Parce qu'effectivement, c'est une sitcom de la chaîne The ABC, pardon. Et on retrouve ses tantes et son copain. Salem, le chat, parle. Le ton de la série est extrêmement léger. Quand on parle de sorcellerie, c'est juste quel costume je vais mettre ce soir. C'est pas Attends, vraiment. pour Salem, tu vas juste dire qu'il parle. Oui, enfin, C'est le seul truc qui. c'est ce truc intéressant. C'est un peu c'est le personnage cynique de la série parce que tous les autres sont vraiment. Il est tous mécanique, donc il fait flipper en fait. Il a des mouvements pas. Oui, mais de temps en temps, t'as un Du chat, tout. C'est vrai biologique qui est là, mais il va trop vite. Tu sais, c'est genre, mais comment ça se fait qu'il soit aussi articulé, auto-articulé. Bref, les tantes Hilda et Zelda sont voilà les gentilles fées en fait. Elles sont gentilles avec elle. Voilà. Après, il y en a une qui est un peu plus vénère que l'autre, mais ça reste soft. Et les enjeux du monde magique dans cette sitcom, ça va pas très haut. Hein. C'est genre, si tu fais des mensonges plus de 3 fois par semaine, tu vas perdre tes pouvoirs pendant un jour. Tu vois, enfin, c'est. Mais je crois qu'il y a un truc un peu à la Raven de Teen Titans, en mode son père a quand même un rôle, mais je me rappelle plus de fou. Pas dans cette série, pas dans la sitcom. La sitcom, sûr c'est vraiment genre. Ouais, Si, il me semble. Hein. Bah, elle est destinée à être une grande sorcière, mais pas comme dans les versions plus modernes dont on va parler juste après. Mais ouais, là, ses pouvoirs restent juste oh là là, regarde comment je peux changer de vêtements dans le miroir. Ah, bonne merde, je suis contente d'être une sorcière. C'est quoi ça? Bah, C'est Sabrina l'accent de dans Salem. Sabrina. Voilà, c'est ça. C'est l'accent de Salem. Non. Est-ce que toi, bon, que truc c'est trop vieux, mais est-ce que toi, Alex, t'as vu cette série? Ouais, t'as ouais, des j'ai souvenirs regardé. positifs ou pas? Ou c'est. Est-ce que c'est ton souvenir de base Franchement, de je sais Sabrina? que j'en ai regardé plus d'un d'épisode, donc je pense que ça devait non, mais ça devait me plaire, tu vois, à un moment. Ouais, quand il fallait réviser, par Et toi exemple. Nous, on Par était super fans à la maison, particulièrement de Salem le chat qui passe son temps à bouffer. Alors du coup, on se reconnaissait un petit peu en lui. Mais c'était très drôle pour des petites adolescentes et tout. Et même ma maman, vraiment, on était hyper fans. Je crois qu'on a vu tous les épisodes. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah les- Ah cette ouais, saison. non, vraiment, on adorait. L'intégrale. Ouais. Bon, quand tu veux Netflix pour nous diffuser cette série, moi je fais une binge avec Lux quand elle veut. Petite anecdote très marrante, cette série a été maudite clairement, je sais pas pourquoi, mais tout le monde est parti ou s'est fait virer d'une façon ou d'une autre. Genre la meilleure amie de Sabrina se fait virer à la fin de la saison 1, c'est début de saison 2, ah bah elle est juste partie. Saison 4, 2 de ses meilleures amies disparaissent aussi, il y en a une qui est partie en Alaska, convenient, et l'autre qui est parti dans une école, enfin dans une pension, convenient as well. Il y a plein de personnages comme ça qui se font virer. En fait, j'ai l'impression que Pourquoi ça. Bah, On sait pas. bonne question, mais c'est la production quoi. On sait pas si c'est les audiences qui ont dit machin n'est pas apprécié ou quoi, mais en gros voilà, c'est intéressant à ça, c'est très très marrant. 2011, Archie Comics et DC Comics décident de sortir du Comics Code Authority. Je vous dis ça parce que 2 ans plus tard sort Afterlife with Archie qui permet d'atteindre un public différent parce que c'était très enfantin et surtout de pouvoir parler de mort, de sexualité, de maladie, de toutes ces choses que le Comics Code Authority en principe n'accepte pas, même s'ils ont évolué dans le temps. Mais là en 2011, ça a été le coup d'arrêt. Et quand DC Comics et Archie Comics décident de ne plus soumettre leurs comics au Comics Code Authority, c'est la mort de la CCA qui disparaît. Bonne-moi simplement parce qu'ils ont plus que moi aussi j'étais très surpris, c'est très tard. C'était il y a 6 ans, 7 ans. Roberto Aguirre Sacasa, je vais jamais plus redire son nom, je vais dire Roberto, arrive chez Archie Comics et écrit Afterlife with Archie, qui reprend une storyline d'Archie Comics où il est marié avec Betty et ou Véronica. En fait, c'est 2 lignes parallèles. Et en fait, on arrive à la fin de sa vie. Et que se passe-t-il quand il est mort? Tu Eh veux bien, dire, en fait, le lecteur arrive à la fin de sa vie oui, il y a la fin, en fait, la mort d'Archie. D'ailleurs, c'était Gaylor en a parlé au tout début de Comics Cast. Et en gros, Sabrina est responsable d'une apocalypse zombie en faisant revenir à la vie le chien de Jughead, Ah, ça, j'ai qui lu. mord Jughead, qui mord d'autres personnes à Riverdale. Et
Apocalypse Zombie. Pas Et mal. c'est Sabrina qui en est responsable. Donc c'est juste pour parler de ça parce que du coup Afterlife with Archie, on en a parlé dans le numéro 30 de Comics Podcast, donc je vous invite à le réécouter. Virage à 180 degrés dans l'histoire de la publication d'Archie, parce que là du coup les spectateurs, enfin les lecteurs, excusez-moi, n'ont jamais vu ça. C'était des personnages extrêmement lisses qui, pour une fois, ont pu découvrir justement le côté dark et ont fait avancer tous ces personnages ultra classiques dans le 21e siècle, ce qui n'avait pas été le cas pour beaucoup d'autres personnages de chez Archie. Le comics principal, Archie, est rebooté en 2015 avec la plume de Mark Waid et à l'écriture et donc le dessin de Fiona Staples qui vient de Saga, donc pas n'importe qui, pour moderniser et ainsi toucher plus d'adultes et de jeunes adultes, ce qui est encore un gros succès et qui se trouve encore être en publication en 2018, et si bien que Glénat a décidé d'en reprendre la publication en France au début de l'année, donc vous pouvez vous aussi en français en profiter. Et enfin on arrive au sujet principal. Vient le reboot de Sabrina. Ils se sont dit Riverdale et Sabrina ça a plutôt bien et Archie ça a plutôt bien marché à la télévision et en comics, et si on faisait Sabrina mais dans une version justement un peu plus sérieuse, adressée aux jeunes adultes ou aux adultes, qui s'appellerait The Chilling Adventures of Sabrina, qui reprendra en fait le côté vraiment démoniaque, satanique, horrible de Sabrina. Là on retrouve Roberto à l'écriture et Robert Hack à l'illustration. Robert Hack, c'est super intéressant parce que il a un trait qui s'éloigne totalement de ce que tous les auteurs et illustrateurs d'Archie on peut faire jusque-là, donc adieu les petits yeux ronds, les petites coiffures mignonnes, les personnages lisses à souhait. J'essaie de garder mon calme parce que là, Adrien a la putain de perruque de Sabrina. On dirait justement Tante Hilda de la première série télévisée. Non, on dirait un tennisman, non? Ah, c'est vrai. Un tennisman avec le bandeau. Donc Robert Hack, sa particularité, c'est d'être crade. Il est dégueulasse. Il est crade. Il n'a pas le respect. Je sais pas comment dire. Quand je dis crade, c'est vraiment un compliment. Il n'a pas le respect de. Je sais pas. T'as lu que Truss, Chilling Adventures of Sabrina? Ouais, un petit peu. J'ai pas tout lu, mais. Tu peux me parler du dessin juste. Si tu revois Archie dans ta tête, comment tu pourrais comparer avec le dessin de Chilling Adventures? Ça n'a pas grand-chose à voir. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. C'est beau, c'est moche? Non, c'est pas beau. Mais ça sert bien le propos. Particulier. Voilà. C'est évocateur. Mais ouais, tu sais, c'est des traits, c'est pas un ancrage propre comme on a l'habitude de voir dans des comics, et surtout dans Archie d'ailleurs, avec une ligne claire, quoi. Ouais. Mais moi, je suis pas fan de ce dessin-là, mais je comprends que ça marche sur ce genre d'histoire, en fait. Et si vous voulez provoquer un contraste et faire un truc un peu d'horreur, c'est parfait, quoi. Alex? Moi, je trouve que ce qui marche mieux, c'est les covers. Dans ce titre. Les covers qui sont pas du tout faites par la même personne. Non. Et d'ailleurs, c'est un peu trompeur parce que tu as l'impression que tu vas lire quelque chose du même genre qui est dans ce style-là. Et ça ne l'est pas du tout. Mais à l'intérieur, en tout cas, ça fait très fait au fusain, on dirait, avec des traits un petit peu de partout. Gravure et tout ça. Ouais, ça fait un peu comme si tout était vraiment fait à la main avec, je sais pas, des crayons ou je ne sais trop, et que ça sort très très fréquemment des cadres, en fait. Souvent c'est la couleur et c'est pas l'ancrage du coup, et tout va un petit peu ailleurs, hors du cadre, et ça donne des choses plutôt spé. On voit même limite le papier en dessous, en fait. Tu sais, quand tu dessines, tu vois le papier, tu vois tout. Oui, parce que même les traits des cases débordent, en fait. Oui, il y a tout mais même les traits des cadres sont faits je pense ils sont faits c'est la planche à la règle et tout, quoi. Comme on a l'habitude sur les BD européennes, quoi. Ouais, c'est particulier, je dirais. Eh bien, cette ambiance se prête à un grand tournant qui est encore une fois effectué dans cette publication. Là, on dit adieu à la gentille sorcière au problème de gamine. Là, on parle adoration de Satan, pacte de sang, invocation de démons, ce genre de trucs vraiment sérieux. Et mort aussi, énormément de morts. Et ça, vous l'avez lu, et on en parle dans le numéro 46 aussi, donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Et on parle aussi de Captain Marvel, ce que j'ai vu. Et cette publication, en 8 numéros, explose le truc, tandis que les 3 premiers numéros sont sold out la première semaine. Il y a un gros hiatus pendant presque 1 an, et la série revient, et pareil pour faire des ventes. Elle est revenue quand? Parce que justement, moi j'ai tout lu du coup.
C'était pour préparer l'émission. Et il y a 2015. pas de Ça fin. commence en 2014 et là, ça continue en 2015. D'accord, Donc, ça fait un petit et c'est quoi le problème avec cette série du coup? Il y en a pas. Pourquoi tu voudrais Parce qu'il y a pas de fin. On est à 8 épisodes et 8 issues. 8 numéros, ouais. On attend. Pour D'accord. l'instant, Très c'est vrai qu'il n'y a pas plus de. Le dernier date de news. 2017. Hein. D'accord. Ou 2016. Ouais, c'est ce que j'avais près. Du coup, la publication rencontre du succès et en 2017, l'idée d'adapter ce comics à la télévision émane de la chaîne de CW qui diffusait déjà Riverdale. 2 saisons directes de 10 épisodes tournées l'une après l'autre. Et c'est fin octobre que la saison 1 a été mise à disposition sur Netflix et on va en parler tout de suite. Ah, générique, transition, transitif, intransitif. Et on va parler dans Hors les Bulles de cette série. Quelle transition magnifique pour parler donc de cette série de Greg Berlanti qui est donc disponible sur Netflix, la plateforme de vidéo à la demande. Berlanti, c'est donc maintenant l'empereur de The CW parce qu'il a l'Arrowverse, donc avec les 14 000 séries qu'il y a dessus. Et je vous rappelle qu'il a écrit énormément d'épisodes pour Dawson. Et ça, on le sent énormément dans Chilling Adventure. Everwood, dans laquelle Chris Pratt a fait ses débuts. Et tout le Arrowverse dont j'ai parlé tout à l'heure, Black Lightning, Supergirl, mon cul. Ton cul est dans le CW-verse. Oui, mais en même temps, c'est tellement large qu'à mon avis, ça rentre tranquille dedans. Ok. Au casting, on retrouve Kiernan Shipka qui jouait Sally Draper dans Mad Men. Elle a bien grandi, c'est cool. Sabrine qui joue Sabrina, donc Miranda Otto et Lucy Davis qui jouent les tantes Hilda et Zelda. Michelle Gomez qui vient de Doctor Who qui jouait The Mistress Missy. Là qui joue un personnage que je vais pas nommer, mais bon, si vous avez lu les 4 premières pages de Chilling Adventures of Sabrina, vous savez qui c'est. Est-ce que quelqu'un peut en 2 phrases me pitcher la série ? Et en quoi elle est différente d'autres choses. Quelqu'un a vu les 3 premiers épisodes? Oui, on les a vus. Alors, c'est l'histoire d'une adolescente qui est à moitié sorcière, moitié humaine. Ouais. Donc là, on garde les mêmes prémices que pour le moment, ça ressemble pas mal. Et on est à l'aube de ses 16 ans, on va dire. Et à ses 16 ans, elle est censée faire un pacte, ou en tout cas écrire son nom dans le livre de la bête. De la bête, c'est comme ça qu'il l'appelle? Oui. Non, pas le livre des... Quoi? Le livre de la bête. Mais non, c'est pas les livres des... Concentre-toi. Non, dans le livre des... Voilà. Et elle est pas trop sûre, en fait, mais une fois qu'elle fait ça, elle doit abandonner toute sa vie, ses amis, son copain Harvey. Et t'as levé les yeux au ciel quand t'as dit ça, mais qu'est-ce qui t'a fait, sérieusement? Ah non, mais insupportable dans toutes les versions, je l'ai dit. Et elle doit tout abandonner, voilà. Et là, on est sur, en tout cas au début de la série, on est sur une Sabrina qui est un peu indécise parce que oui, elle a promis qu'elle le ferait, oui, elle a envie de le faire d'un côté, mais en même temps, elle n'a pas envie de tout abandonner, donc. Mais que va-t-elle faire? C'est surtout que si elle refuse, normalement, elle peut pas apprendre. Pas apprendre la magie. Ses pouvoirs à Poudlard. Enfin, Poudlard vénère, quoi. Hardcore. Ouais. Hard Poudlard. Poudlard d'archi. C'est ça. Poudlard d'archi. Tranquille. Alors du coup, je sais que Alex, elle a vu cet épisode et que vous deux, que Truss et Lux, vous n'en avez vu que 3. 4. Si j'avais su qu'on pouvait ne pas tout regarder, déjà, je serais pas allé jusqu'au 7. Hein. Bah, Ah ouais. comme ça. Non, franchement. À la torture. Alors bon, clairement, on voit qu'il y a quelqu'un qui a pas trop aimé. Dans les différences majeures, je noterai que Salem ne parle pas. Effectivement. Et quand je dis différence majeure, c'est parce que moi, ma référence, encore une fois, c'est Jennifer Hart. Je sais pas comment elle s'appelle. Melissa Joan Hart. Et merci. Il y avait un J quelque part, mais c'est pas correct. C'est ma référence, c'est ma philosophie. Les autres ne comptent pas. Donc pour moi, elle est blonde. Les chats parlent. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis un petit peu senti trahi. Mais c'est pas grave. J'ai réussi à passer outre grâce à d'autres éléments qualitatifs. Dans le comics, d'ailleurs, le chat parle aussi. Hein. Oui, c'est ça qui m'a énervé. C'est genre, putain, les mecs, vous avez fait parler dans le comics. Et ah oui, la chose que je n'ai pas précisé, c'est que l'auteur de Chilling Adventures est également le réalisateur et producteur des premiers épisodes de la série. Et le mec est showrunner pendant tout le truc. Donc, il clairement. a fait ses choix, quoi. Et c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont peut-être. Enfin, on va peut-être en parler un tout petit peu plus en détail après. Mais il y a peut-être des choix éditoriaux qui clairement vont à l'encontre du comics parce que c'est genre l'inverse. Mais en réalité, c'est des choses qui seraient peut-être moins bien passées à la télévision. Enfin, au niveau du casting, c'est quand même très fidèle, quoi. C'est assez étrange, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est peut-être un peu plus divers dans la télévision que oui, dans c'est ce que dans les j'allais dire, comics. parce que du coup, dans les comics, ils sont tous blancs, alors que Dieu merci, la série porte quand même. T'as vu la ressemblance sur certains personnages? Qui, par Tu penses à exemple qui? Parce que là, c'est un peu La vague. méchante.
Ah ouais? Ah oui, c'est parce qu'elle a la même choucroute. Non, Ouais, voilà. non, même au niveau des traits du visage, c'est assez Je incroyable. pense qu'on pouvait mettre à peu près n'importe qui, avec une choucroute, ça marchait, tu vois. Oh là là. Bah, c'est quelque chose qui est assez marrant. Tu parles de la méchante. Bon, la méchante, c'est la méchante. Bon. C'est pas trop qui sont les gentils et les méchants dans cette série. Hein. T'es assez sérieuse? Ok. Je te... Oui, c'est vrai. Je me fais snobber. Tu vois, Légèrement. Kétrus a dit oui, c'est vrai. Oui, mais bon, c'est quelque chose quoi. Est-ce qu'on peut laisser Kétrus s'exprimer Attends, sur le je vais juste sujet? revenir sur juste un point. Tu parlais de la méchante. Ce que j'adore par rapport au fait que justement ce soit Roberto qui soit aux commandes des deux, du comics et de la série, c'est que dans les 4 premières pages, on voit qui est l'antagoniste, on voit son nom, on voit son visage, une sorte de visage, mais on voit ses intentions dès le début. Et c'est un personnage qui revient, mais de façon très très distante jusque dans les derniers numéros. Mais tu parles de la dans la série série, c'est tout l'inverse. C'est un personnage donc en fait, si vous avez vu les comics, vous savez très bien de qui je parle, mais autrement, en fait, c'est un personnage qui est très élusif et c'est genre bon. Et c'est quelque chose. Je sais pas pourquoi le Roberto a décidé de le faire dans ce sens-là, parce que je trouve que c'est intéressant de connaître qui est l'antagoniste dès le début. Mais bon, c'est qu'est-ce que une vous en autre stratégie. pensez? Ouais, c'est une autre stratégie. Mais on n'a pas lu le même bouquin, là. Moi, j'ai pas l'antagoniste dès le départ. Tu parlais tout à l'heure, tu parlais de la planche même. C'est peut-être Bah moi oui, qui en mais elle est parlais, tout non à la fin. Ah non C'est à la fin. Bah ouais, tu l'as bon, c'est à la Oui, fin, c'est voilà. pas les 4 premières pages, effectivement. Mais c'est dans le numéro 1. Mais D'accord, si vous ça reste voulez, dans le numéro un. dans la Mais série, ça effectivement, n'arrive pas avant très loin. Bref, pour continuer dans cette explication, est-ce que justement le ton qui est volontairement très très dark, très très sombre, comparé à tout ce qu'on a pu voir justement dans La Petite Sorcière qui fait juste tomber des balles de basket du mauvais côté, là on parle donc de possession d'âme, on parle en gros le diable ou une itération du diable va peut-être posséder Sabrina. Est-ce que là c'est des enjeux, quand on parle aujourd'hui de patriarcat, de tout ça genre de choses, est-ce qu'il n'y a pas justement cette image de quelqu'un, genre un homme qui veut la forcer à faire un truc qu'elle veut pas, elle a 16 ans, elle est pas tout à fait majeure, elle a pas toute sa tête, c'est pas des sujets qu'on voyait dans l'autre version. Là, il y a une espèce de pression horrifique qui vient d'une force qu'elle ne peut absolument pas contrôler, qu'elle ne pourra jamais battre, mais surtout il y a le fait qu'elle se mette entre les deux, je sais pas. Il y a quand même une chose qui est très intéressante dans la série Sabrina, c'est la façon dont ils redéfinissent la bête, le diable ou Satan, selon comment ils l'appellent. Et à un moment, je ne sais plus quel, je crois que c'est le High Priest qui dit que le diable est l'incarnation du libre arbitre. Le diable n'est pas du tout l'incarnation du mal, il est vraiment l'incarnation de la liberté, d'une certaine liberté, etc. Et c'est ça aussi qui le rend extrêmement séduisant. Et c'est pour ça que le choix de Sabrina entre sa vie mortelle et sa vie de sorcière est encore plus manichéen, entre guillemets, parce qu'il y a ce côté, oui, je vais abandonner ma vie de mortelle, mon petit copain et mes copines au lycée, mais il y a aussi le côté, si je signe le livre de la bête, je serai potentiellement capable d'absolument tout en ayant une part d'obligation envers Satan, quoi. Voilà, et ça c'est des enjeux qu'il n'y avait pas du tout avant. Là, elle montrait du doigt et puis elle changeait de ça, plan, bien quoi. sûr. Mais en plus là, la série te met directement dedans puisque tu allumes l'épisode 1, saison 1, tu as quoi? Tu as le générique qui est hyper graphique, qui est super bien, qui est super long. Donc merci le skip automatique de Netflix si tu le peux. Mais surtout c'est que directement t'es dans l'ambiance, tout de suite tu vois que c'est sombre, que c'est gothique, que c'est hyper dark et que ça va faire devenir ta petite sœur une sorcière parce qu'elle va trop kiffer sa race, quoi. Pétrus ? Moi aussi j'ai kiffé ma race. Est-ce que tu es une petite sorcière? Non, mais j'aimerais bien. Mais oui, alors moi justement je m'attendais à du Riverdale, c'est ça. Et en fait je me suis dit voilà, pourquoi il nous fait regarder ça, je comprenais pas quoi. Parce que Iki est une midinette. C'est vrai pas. aussi. J'ai toujours pas regardé un seul épisode de Riverdale. Et en fait c'est pas du tout ça, et c'est une vraie est-ce qu'on peut dire série d'horreur? Ouais, je pense. Même si c'est pas du gore, C'est quoi. fantastique C'est du plus fantastique. que horreur. Hein. Mais tu vois, il y a des scènes, elles m'ont foutu sur le cul. Justement, Salem, quand il arrive son familier. Ah putain. Il parle au début, tu vois, et il arrive sous sa forme démonique, quoi. Et j'ai halluciné, j'ai fait putain, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des trucs comme ça. Ou quand Salem, toujours dans l'épisode 1, quand il la sauve dans le labyrinthe de foin contre qu'on appelle ça, l'épouvantail, c'est dur. Elle est incroyable cette scène aussi. En fait, ils proposent quelque chose que dans ce genre de série, qui est une série quand même destinée à adolescents, adultes en tout cas. C'est interdit au moins de 16 ans, je crois. Ouais, donc jeune adulte.
quand même sur un ton qui est pas léger, mais pas grave. Enfin, c'est pas une série entre guillemets sérieuse avec de la tension, avec une ambiance où faut pas déconner. Il y a quand même, tu rigoles, il y a quand même de l'humour, etc. Mais ils osent des choses. Je veux dire, même regardez le premier épisode de toute façon, parce qu'en fait, il dure, tu disais 1h05, c'est ça? C'est ça. Et en fait, il y a des grosses claques un peu partout. Et au niveau de la photo, alors la photo, elle est ouf dans cette série, quoi. Ouais. Je m'attendais pas assez. C'est flou. C'est léché. Ouais. La composition. Ah putain, il y a des compositions de ouf, avec des plans d'une sorcière qui est sur le clair de lune, où vous verrez à un moment donné l'avocat qui s'en va sur la gauche de l'église. Enfin, c'est tout con, mais quand t'aimes bien la photo et que tu vois comment c'est composé, comment c'est fait, tu sais, tu fais ok. En fait, il y a une espèce d'ambiance de quand il se passe quelque chose de bizarre ou de magique, il y a l'écran qui commence à se flouter, mais pas sur tous les focus. Aussi, il y a les focus qui se font. C'est très quali, c'est hyper quali en fait. Le Luxox. Je rejoins un petit peu Kétrus parce que j'allais parler des décors justement et de la façon déjà effectivement donc ils sont super léchés, c'est-à-dire que même les toilettes du lycée t'as l'impression d'être dans un bar des années 60. Ok, pourquoi pas. Et en fait, ça apporte un espèce de flou quant à la timeline. Ouais, on sait pas trop quand on est. On est censé être dans le monde moderne. Non. Ça, on n'est pas censé être dans le monde moderne. Justement, t'es censé. Ils ont des casques très modernes. En fait, ce qui est bizarre, c'est que Ambrose, le cousin de Sabrina, a un portable. Mais sinon, si tu regardes tout le reste, je sais pas si c'est un faux raccord ou quelque chose. Mais à part ça, il y a normalement. Alors moi, du coup, j'étais persuadée qu'on était dans le monde réel, enfin de monde moderne, et que justement, il y avait un genre de flou apporté sciemment, puisqu'ils sont censés avoir un genre de spin-off avec Riverdale à un moment. Et Riverdale, c'est censé être à notre époque également. Hein. Ouais, c'est peut-être un hommage, tout simplement. Parce que Riverdale et tout, ils ont des smartphones. Une touche, quoi. Mais c'est vrai que c'est un truc, au bout de quelques années, je fais. Mais ça peut être un choix aussi. Il manque quelque chose, j'arrive pas à mettre. Parce que leurs vêtements, ils pourraient très bien passer pour maintenant ou les années 60. Leur coupe de cheveux, pareil. Et après, tu dis, mince, en fait, personne s'envoie de message. Mais il y a quand même il y a pas de téléphone. Même les téléphones, ils sont. Mais ça se trouve, c'est une zone blanche, c'est le trou du cul du monde, ce truc. Ça aussi. Mais en même temps, ils ont des voitures. Enfin, il y a des éléments technologiques qu'ils ont qui sont pas forcément. Mais le Pardon, vas-y. Non, excuse-moi. Il y a les téléphones et le cinéma, moi, qui m'ont mis dans le truc. Et après, en lisant le comic, comme il disait 62, pour moi, c'était clair qu'on était en 62. Le comics Chilling Adventures, il se passe clairement dans les années 60. Oui, là c'est sûr, il n'y a aucun doute. Voilà. Mais là, effectivement, c'est censé se passer en 2017-2018. Le ton est moderne, quoi, dans les dialogues, dans la façon de parler. Après les références, j'aurais pu me rappeler les références. Lux ? Au niveau des dialogues, il y a un truc qui m'a choqué, c'est la façon dont ils s'expriment. Ils s'expriment vraiment comme des adultes et pas du tout comme des ados. Ouais. Et ça m'a un petit peu perturbé quand même. Ça, c'est la touche. J'ai trouvé que ça sonnait un petit peu faux des fois. Ouais, c'est même carrément chiant en fait. Quand... en vrai, non, moi j'ai un petit souci avec cette série en fait. C'est vrai que l'ambiance m'a vraiment hypé. J'étais dedans, j'ai adoré le. Déjà, ils ont une morgue. Rien que ça te met dans une ambiance particulière. Ils ont un service funéraire. Ouais. Elle habite comme dans Six Feet Under. C'est ce que tu viens de dire ? Six Feet Under, ouais. Désolé. Dans une morgue et tout, donc t'as une ambiance. Le cousin Ambrose, les tantes qui ont deux caractères complètement opposés, mais qui en même temps font toutes les deux parties de cette secte où il se passe des trucs très très bizarres. Entre le grand prêtre et les trois sœurs, je sais pas quoi. C'est trop mes personnages préférés. C'est tellement pas, c'est des biatchs. Voilà. Grosse promo sur l'école Claudine. Non, mais putain, trop. Donc ça, c'est super cool. Et puis en fait, on te fout un personnage principal qui est juste une grosse tête à claque avec ses trois potes, ses deux potes et son mec. Alors lui, franchement, tout et dès qu'il y a les quatre à l'écran, tout devient très très guimauve et très très dans l'excès. Donc c'est-à-dire que ces petites filles, comme par hasard, bon alors déjà Sabrina a la réponse à tout, mais alors ses potes aussi, alors c'est les meufs qui vont se battre pour toutes les causes, c'est les meufs qui franchement dans leur vie elles ont aucune autre préoccupation que décortiquer un film pour t'expliquer que telle ou telle chose devrait être comme ça, et puis c'est elles qui montent les clubs, surtout tous les clubs de l'école qui sont intelligents. Je vais t'expliquer un truc, t'as peut-être pas de petit frère qui est à cet âge-là, mais quand tu regardes YouTube, ils sont tous en train de tout reviewer, faire des décortiquages et compagnie. Donc c'est eux, ils aiment bien analyser. Non, là c'est poussé. Je trouve que c'est abusé dès le début. Je trouve que c'est pas trop, quoi. Parce que moi je suis très sensible aux scènes chiantes comme ça et ça me saoule. Parce que j'ai 2 bonjour Daredevil, bonjour Flash, bonjour machin, tu vois.
Mais et ça me casse vraiment, ça me fait chier. Et là, je trouve que ça va, c'est à petite dose. Et en plus, il y a quand même quelque chose qui est très étrange dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont tournées au entre guillemets, je dirais presque du burlesque, parce que quand même les deux tantes, c'est burlesque, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que sérieux aussi. c'est des personnages qui ne peuvent pas exister dans le monde réel. C'est-à-dire que c'est clairement des personnages de fiction de bande dessinée. Pareil pour les clubs, le club de lecture, le principal, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est des fois t'as l'impression d'être sauvé par le gong, limite, tu vois, mais pas vraiment. Et tu vois, et t'es toujours en fait dans cette espèce de, je sais pas de, tu sais pas, t'es à la frontière. Et du coup, tu vois, le principal, il est pas sérieux. C'est pas, enfin. Il est sérieux, mais le personnage peut pas exister. Tu sens que c'est il serait arrêté en 2 minutes. C'est grossier, il serait arrêté en 2 minutes. Et Sabrina, à un moment donné, là, cette scène où elle va le voir, et là, ça devient une scène d'horreur à la, horrible. à la, je sais pas, à la Carpenter. Ouais. Et tu fais putain, mais et en fait, cette série, elle est tout le temps comme ça. Donc en fait, même les scènes qui sont un peu niaises, et encore, je trouve que ça pourrait être, Harvey, pourrait être pire. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, bah, c'est pas une raison. C'est pas parce que ça pourrait être pire que. Non, mais je suis d'accord. ça. Mais en fait, comme souvent, c'est contrebalancé. Je trouve que ça passe pas trop mal et c'est pas trop long non plus. Enfin, après, j'ai pas vu les autres. Il faut que tu ailles plus loin parce qu'après, en j'espère plus, que ça continue pas. Ouais. elle va découvrir d'autres choses. Et là, pareil, c'est la petite fille bien qui, en plus, se fait les bons amis parce que tu comprends, c'est elle qui a réussi à toucher les gens, tu vois. Et tout le long, c'est mièvre comme ça, tu vois. Et bon, il y a des personnages qui sont super intéressants. Mais personnellement, moi, ce personnage de Sabrina m'a complètement refroidi. L'actrice, elle m'a saoulée au bout de 2 secondes. Moi, je la trouve trop mignonne. Oh mon Dieu, au secours. Et juste pour revenir sur ce dont tu parlais par rapport au féminisme, patriarcat et compagnie. Ouais. C'est vrai que je pense qu'il y a un gros parallèle entre. Il y a toujours eu historiquement un gros parallèle entre les sorcières et le féminisme. Et d'ailleurs, je conseille un podcast qui s'appelle Quoi de Meuf, et le tout premier est complètement sur ce sujet-là. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est Ma sorcière quelque chose. Enfin, je sais plus le nom, mais voilà, on est en plein dedans. Et du coup, ça m'étonne pas que la série ait choisi cet axe-là. En prenant pas mal de choses, d'ailleurs avec leur fameux club et compagnie. Et la série Charmed, le reboot de la série Charmed est en train de faire exactement les mêmes choses à l'heure de Harvey Weinstein et compagnie. Très très mal par contre. Ah ouais, c'est pas bien. Chacun son opinion. Horrible. Non, on n'en parlera jamais dans ce podcast. Continue. Non, on parlera jamais dans ce podcast. C'est la merde, regarde pas. Ah, mais fallait dire que t'aimais bien de Charme, du coup, on t'aurait pas Ça trop change écouté. tout. Donc on va retirer ton avis. mais alors, mais. Excuse-moi, ça vient de personnes qui regardent Sabrina. On regarde tous, c'était Ça pour va le aller. travail, je vous rappelle. C'est Oui, pas- mais on C'est l'intellectualise uniquement pour beaucoup. du business. En tout cas, C'est ça. si vous voulez regarder, enfin ça c'est mon avis, un truc un peu flippant de temps en temps avec des scènes qui sont quand même bien tournées, des comédiens et des comédiennes qui se démerdent vraiment pas trop mal, des méchants over the top qui sont méchants et qui font parce que c'est vraiment ça. Et moi je regarde pas une série pour des méchants qui ont une enfance difficile et tout, c'est inintéressant. Moi je veux juste des méchants qui s'amusent à être méchants, c'est C'est pour drôle. ça que les 3 sœurs, tu kiffes. Mais oui, parce Ah, que mais c'est grave. juste des La connasses. scène des de la nuit, bitches. ça a dit Gratuitement. Ah ouais, c'est gratuit. trop bien. Oh là là, laisse Non mais tomber. c'est bien en fait parce que ça te montre juste que tu choisis de faire ce que tu veux. Tu parlais de libre arbitre, c'est exactement ça. Elles sont sous le même contrat que Sabrina, mais elles font que de la merde et c'est trop bien. Et surtout elles ont aucune punition pour. C'est tout ce qui existe. Et tu parlais de connexion avec Riverdale. Alors bien évidemment tous les fans se sont demandé depuis que la série a été annoncée. En fait. Il n'y a rien de public, il n'y a rien d'officiel, même si, je vous le dis, c'est un mini spoiler, dans un des derniers épisodes de la saison de Chilling Adventures, un personnage fait référence à l'existence de la ville de Riverdale, mais sans mention de personnage Il y en ou a encore de plusieurs date. des références à Riverdale. Moi j'en ai vraiment vu qu'une Non, dans le pilote, authentique. il y en a aussi. Ouais. D'accord, je n'ai même pas fait gaffe, pourtant j'ai vu 2 fois. Mais clairement, c'est quelque chose que Roberto adorerait. Mais ni CW ni l'autre chaîne Netflix ne s'en sont mis d'accord. Alors à savoir que la 3e saison de Riverdale part carrément dans le fantastique. Donc ça va dans le sens d'un futur spin-off avec Sabrina. Une interaction. C'est vrai que ça pourrait être. Enfin, j'ai jamais vu Riverdale, mais c'est vrai que moi je préfère regarder ce qu'on m'a déjà donné. Et putain, les sorcières, c'est puissant quand même. Hein. En termes de pouvoir à l'intérieur, c'est quand même. Qu'est-ce qui se Un peu passe pété. Tes phrases n'ont plus aucun sens. T'es Les fait sorcières, c'est ensorceler. puissant. Je sais pas. Oui, ensorcelé par la fatigue. C'est quoi c'est vrai. le but de cette phrase? Bah rien, c'est Quelle est la badass. des phrases du monde? Non, Mais bien sûr que Arrivé c'est à badass, quelque c'est chose. sorcière. C'est badass. Attends. Est-ce qu'on recommande parmi nous? Si vous aimez les teen shows, oui. Parce que c'est quand même très teen à certains Alex, moments. C'est pas pour trop. Alex? Est-ce que je recommande?
Franchement, non. Ketrus? Ouais, regardez au moins le pilote, quoi. Ça vaut le coup. Ouais, regarde au moins les 3 premiers Non, mais épisodes. juste parce pour qu'il se être passe pas surpris, il y mal. a quand même des trucs Mais le surprenants, pilote, quoi. justement, vous allez kiffer. Moi, j'ai kiffé le pilote. Et après, Voilà. la Après, on devient déconvenue tous comme après. Alex. Moi, je me suis Après. enquiquinée au pilote. Hein. C'est vrai Après le pilote, je voulais plus regarder et puis j'ai été obligée pour l'émission. Et Putain, j'ai Non, mais l'impression que je vous ai j'ai- infligé des mais choses non, mais personnellement. tu c'était de vois. bon cœur. Mais, Mais, effectivement, mais en fait, la façon dont vous en avez parlé et puis l'enthousiasme d'Eric me donne envie de lui redonner encore sa chance. Avec... Mais il y a un de épisode l'alcool. qui est juste ouf, vers le 5 ou le 6. Et celui-là, faut le regarder. Mais après, ça retombe comme un souffle. Non seulement c'était super vague, mais en plus, si c'est pour dire que c'est de la merde après. Non, je voulais que tu m'aides à trouver quel était l'épisode, En fait, mais apparemment, tu moi, je me pas. rappelle d'un épisode avec où Sabrina ne doit pas bouger, c'est tout ce que je peux dire. Tout ça, et ça, c'était vraiment de la pure de maîtrise de l'horreur, j'ai vraiment adoré. Tout ça, on en parle sur Twitter, Facebook, dans le Boogia Comics Club. Et en attendant, on se dit à bientôt. À bientôt. On dit au revoir à nos chroniqueurs. Ketrus, on te retrouve où et quand? Au revoir. On me retrouve dans Whisperos bientôt. T'as pas la date non plus, c'est ça? Si, c'est fin du mois, le 20, quelque chose. Et dans C'est le vrai. Contrecast aussi. Ah oui, c'est vrai, ce podcast que vous avez inventé juste parce que je vous ai défié que ça n'existait pas. Surtout toi qui n'as rien compris. Ouais, c'est ça. On va dire au revoir à Alex. Salut. On te retrouve où? Tous les mercredis dans Le Défaussé. Ah oui, c'est vrai, c'est toutes les semaines. Donc en fait, à C'est chaque fois, toutes les t'auras semaines. 2 épisodes qui seront sortis. Ah, entre- complètement. C'est beau. Putain. Complètement. T'arrives à vivre un peu ou... Non, là, en ce moment, c'est compliqué. Je t'avouerai que c'est en ce moment, Vous c'est allez compliqué. reconsidérer le planning. Et Lux, on te retrouve quand et où? Et est-ce qu'on te retrouve ici? Bah, j'aimerais bien. J'espère que je vais pouvoir revenir hein, si vous voulez bien de moi de temps en temps. Parce que toi aussi, t'as un gros agenda, ça? Il commence à se décharger un petit peu. Mais en attendant, vous pouvez me retrouver sur Allo Central sur Radio Kawa. Adrien, à bientôt. À bientôt. Moi, j'avais une dernière question Oui. pour Lux, parce qu'elle a dit que pour regarder Sabrina, il fallait aimer les chotines. Est-ce que ça marche si on aime les pains au chaud? C'est très nul, mais je suis obligée de la valider pour l'effort et parce que je t'aime fort. Ouais, et surtout il s'est pas trompé en le faisant. Je l'aurais Oui. fait, j'aurais dit On peut pas tromper 1000 fois une personne, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. bravo. Premier coup aussi. Bravo. Et du premier coup, je vais faire une transition pour dire que on se retrouve le 23 novembre à 11h pour le prochain épisode. Bye. Salut. Salut. Comment ne pas se tromper? Faire des phrases courtes. Haha. Oh, mais Regardez, tu triches, tout est Titan, écrit, quoi. Titan. Tout écrit. Attends, c'est que du bullshit. Hein. Tout ça, c'est que du lorem ipsum Ah oui. en gras Oui. et pas. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est le vrai Si, si, programme. c'est vrai. Ça fait Non, en longtemps que t'as pas regardé le prompteur aussi. Il est là maintenant parce que j'oublie mon vrai prompteur, ma tablette. Tu nous as pas trop speedé, c'était pas mal. Hein. Ouais, y a Non, pas eu mais trop pourtant on de- est en retard. Hein, C'est putain. peut-être c'est parce qu'on est. Tu nous aimes bien, c'est ça? On est Non, tes je meilleurs pense que c'est parce que lui, chroniqueurs il parlait. préférés. Parce que bizarrement, il pouvait pas sur ça, C'est lui vrai. tout seul. C'est vrai que c'est Bah parce oui. qu'il a fait son focus. Personne ne m'a super chronométré. bien. Sérieusement. Ben non. Je vais faire 20 minutes. Non. Même moins. Non, mais tu dois faire plus même. Franchement. Non, quand même pas. Hein. Si, si, Plus. Si. Si. Mais comme tu nous C'est as assumé. fait C'est assumé. participer Si. aussi. C'est assumé. hein. Si. C'est assumé. Si. C'est assumé. Si. C'est assumé. Si. T'es un gamin, putain. Si. Si. C'est toi le gamin, wesh.